On va attendre tranquillement que tout le monde se connecte. Comment ça va, Patrick, sinon? Mais ça va super, écoute, je suis vraiment content d'être là parce que je sais que ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et que tu mets énormément d'importance sur ta communauté et que tu passes beaucoup de temps à les aider et qu'ils sont vraiment très très importants pour toi. Donc je te remercie de me laisser accéder à ta communauté et content de parler un peu plus de différents sujets d'entrepreneuriat et de Mundo, etc. Donc c'est cool. Super, 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 super. On va voir ça, c'est cool. Moi, ça me fait bien plaisir. Salut tout le monde. Salut Valérie. Salut Cynthia. Ok, tout le monde commence à arriver, c'est cool. Bah, peut-être un petit commentaire sur le décor alors. Alors, le décor, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau setup? Je vous laisse nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc, c'est pas un background sur Zoom où on est à Google. En fait, c'est la vérité. Effectivement, c'est pas un fond vert, c'est la vérité. On est dans l'incubateur où on est tous les deux, donc à True Digital Park à Bangkok. Et en fait, ils ont comme ça une salle où on peut enregistrer. On a la chance de pouvoir l'utiliser. Merci d'ailleurs à True Digital Park et à Michael de nous prêter tous matos de pro. Ouais, maintenant c'est à nous de faire du bon contenu. Je pense que en termes de décor et de matos, c'est vraiment très bien. Effectivement. Donc vous voyez que les gens travaillent même le dimanche ici. C'est vrai que vous verrez du coup les gens en fond et tout. Que ça vous voyez un peu la Thaïlande. Canon, highlight. Bon bah c'est cool. C'est cool, j'ai l'impression que ça leur plaît aussi. Bah, c'est cool. Après, c'est vrai que True Digital Park, c'est quand même stylé. À fond. On a quand même vraiment c'est un très bon endroit pour travailler. C'est un très bon incubateur. Je ne sais pas si la plupart de vous travaillez de chez vous, vous travaillez dans un coworking space ou dans un bureau. Ça serait intéressant de voir un peu quelles sont vos préférences. En tout cas, nous ici à Bangkok, il y a un programme pour les entrepreneurs digitaux où ils nous mettent à disposition, on va dire, un très très beau bâtiment, des connexions, un mentor. Et moi, mon mentor, c'est Martin. Les mentors sont vraiment géniaux. Et donc, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je recommanderais le programme pour ceux qui veulent éventuellement commencer à lancer un business à partir de l'Asie du Sud-Est. Je pense que c'est un très très bon endroit. C'est vrai, je suis d'accord. En plus, les mentors sont vraiment géniaux. Ouais. Il n'y a pas des mentors comme ça partout. Hein. Et francophone, c'est important. En plus, francophone. On a même quelqu'un qui vient remettre, tu vois, du jus healthy avec des fruits, etc. Donc, c'est vraiment génial. Ouais, c'est clair. C'est vraiment génial. Bon, super. En tout cas, si vous nous entendez bien, alors je m'excuse d'avance pour le micro. Je sens que je vais pas réussir à parler dedans comme il faut tout le temps. Je suis beaucoup moins discipliné que toi, je vais avoir envie de bouger, etc. Donc je m'excuse d'avance. Si jamais c'est pas top, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, je ferai attention et tout. Comme d'habitude, je vois les commentaires, il y a un décalage, donc du coup, voilà, si vous avez des questions, des trucs comme ça à rajouter sur ce qu'on va dire, n'hésitez absolument pas, on prendra toutes tes questions et on y répondra. Le but, c'est de faire ça de façon interactive, hein, c'est de faire une discussion entre nous tous, un dimanche matin comme ça, au réveil. Prenez des croissants, prenez un bon café et bienvenue dans le Dr Talk Biz épisode 2. Merci de m'avoir. Bon, du coup, Patrick, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous dans la communauté Dr Tech. Moi, ce qui m'a plu et pourquoi je voulais faire ce live avec toi, c'est que du coup, on s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant. Bon, même si tu parais jeune, t'as quand même 10 ans de plus que moi. Ouais, mais tu parais vieux. Hein. Je parais vieux, super. Peut-être. Mais bon, effectivement, t'as 10 ans de plus que moi. Ça fait 10 ans que t'es dans l'entrepreneuriat, dans les startups. T'as beaucoup plus d'expérience que moi. En plus, ce que je trouvais ça super intéressant, c'est qu'on a tous les deux une expérience vraiment très, 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 très différente. Moi, c'est très bootstrapping. J'ai une idée, je la crée, je trouve des clients. Toi, c'est vraiment l'autre partie, lever des fonds, la partie investisseur, gros incubateur, etc. Donc moi personnellement j'ai énormément appris de discuter avec toi, tu m'as appris une tonne de choses ces derniers mois depuis qu'on se rencontre, tout dans la bonne humeur et dans la bienveillance et juste dans le partage en fait. Je sais pas, je pense qu'on se prend pas la tête quand on discute ensemble et du coup c'est pour ça. En plus de ça, Mundo super intéressant. Ce que tu fais maintenant, il y a vraiment du potentiel, ça peut vraiment être super cool. Donc voilà, c'est les topics un petit peu d'aujourd'hui, de ce live, parler un petit peu de ton expérience, de qu'est-ce que tu pourrais apporter à une communauté d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu peux leur apprendre, partager toute ton expérience. Et dans un deuxième temps, on parlera de Mundo et de ce que tu es en train de faire et de pourquoi ça va changer le monde. Ok, nickel. C'est une belle introduction. Donc du coup, avant qu'on démarre sur qui est Patrick,
Est-ce que tu peux nous dire en 1 minute qu'est-ce que c'est Mundo et pourquoi est-ce qu'on devrait y porter de l'attention? Ouais. Pourquoi c'est trop bien? Donc Mundo, c'est une plateforme de curation de contenu culturel. Donc le but, c'est d'avoir une plateforme qui agrège le meilleur contenu en vidéo qui est rapport au pays et qui est rapport à des catégories comme la culture, l'histoire, la géographie, etc. Donc le but, c'est de faire en sorte que des gens qui, on va dire, ont une volonté de voir du contenu de qualité, on va dire, par opposition à des contenus plus comme TikTok et Instagram, et plus du contenu qui sont sur des sujets un peu plus sérieux, qui peuvent être de la politique, qui peuvent être de la culture, qui peuvent être de la géographie, des langages, etc. Et donc, c'est de faire en sorte que on agrège et on mette tous ces contenus-là sur une plateforme. Donc, en 1 minute, c'est plus ou moins ça. Super, et ben alors on en parlera juste après en détail. Si jamais vous avez des questions pour Mundo, pour Patrick ou par rapport à tout ce qu'on va dire, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. On y répondra et encore une fois le but c'est que ce soit interactif. Ok, du coup let's go. On va commencer par toi Patrick. Tu peux te présenter. Ouais. Après on viendra un peu par rapport à ton expérience, surtout la partie White Combinator, etc. C'est Ouais. truc, c'est vachement intéressant. Du coup, ouais, qui est Patrick? Donc, je suis belge, de Bruxelles. Ça fait environ 14 ans que je suis en Asie. Putain, j'ai oublié ma fiche de blague sur la Belgique. J'avais dit que je la ferais. Non, mais je pense que c'est pas nécessaire. Et donc, ça fait environ 14 ans que je suis en Asie. Et on va dire que de mon expérience par rapport à l'idée de Mundo, c'est que je suis de père italien et de mère canadienne. Et que pendant toute notre jeunesse, mes parents nous ont toujours fait énormément voyager. Et que même pendant mes études, donc j'ai fait des études de droit en Belgique, j'ai toujours voyagé en sac à dos entre chaque année. Donc 2-3 mois, principalement en Amérique du Sud. Et donc on va dire que j'ai toujours été intéressé par les autres cultures. J'ai toujours été intéressé par, on va dire, tout ce qui était international. Et donc, dans ma carrière, j'ai toujours voulu faire en sorte d'avoir une ouverture internationale. Donc, initialement, j'ai fait beaucoup de commerce international en business, donc dans un groupe industriel, surtout en business développement et en vente internationale. J'ai fait ça en Inde, j'ai fait ça en Russie, un petit peu en France et en Asie du Sud-Est où j'étais plus dans une position régionale. Et donc ensuite, instant de ma carrière, l'absence, on va dire, d'appartenance ou d'ownership par rapport à mes actions me frustrait. Et donc j'ai décidé de faire un MBA à Hong Kong il y a environ 8 ans. Et pendant ce MBA à Hong Kong, j'ai eu accès là, dans des incubateurs, à travailler dans des startups, dans des fonds d'investissement, etc. Et on va dire qu'à la fin du MBA, j'ai fait un programme avec Google aussi. Et donc à la fin du MBA, ma femme et moi, on est revenus sur Bangkok. Et là, j'ai directement travaillé pour un fonds de venture capital. Pour une organisation de venture building, j'ai créé mes startups, j'ai fait de la consultance en digital. Est-ce que tu peux juste nous préciser ce que c'est un venture capital et un venture builder? Car moi, il y a 6 mois, je ne savais pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est vachement intéressant. Pour ceux qui nous regardent, je pense que ça peut être cool que tu précises ça. Ouais, d'office. Donc, venture capital, c'est le fait d'avoir des fonds afin de développer votre business, votre startup. Donc si maintenant vous commencez à avoir un prototype, il y a un petit peu de traction, vous devez commencer à engager des gens, à faire des dépenses en marketing, on va dire à développer vos produits, vous aurez besoin de lever des fonds. Soit vous pouvez lever des fonds auprès de vos amis avec vos fonds personnels, soit votre commerce vous permet d'avoir assez de revenus que vous ne voulez pas lever de fonds. Mais en général, si vraiment vous voulez scaler votre business, il faut avoir des investisseurs. Et donc soit vous allez voir des angels, souvent c'est des investissements pour 50 à 100 000 $. Mais pour les investissements supérieurs, en fonction on va dire de l'existence de votre boîte, si c'est du seed, donc en tout début, ou du post-seed ou du Series A, etc., vous allez devoir lever 100 000, 500 000, 1 million de $. Et donc pour ça, il y a des venture capital, et qui sont donc des fonds d'investissement pour des boîtes souvent de tech. Et donc on va dire qu'en termes de VC, il y a des boîtes comme Sequoia qui sont des immenses fonds, 500 Startups, etc. Et donc, il y a eu ça. Ensuite, en ce qui concerne les venture builders, c'est des organisations qui ont une certaine somme d'argent et qui disposent ce capital dans différentes boîtes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une stratégie par rapport à une sélection de certaines verticales. Donc, ça va être par exemple une verticale qui sera plus de l'e-commerce, une verticale qui sera plus de la fintech,
une verticale qui sera plus de health tech par exemple, et donc ils vont faire en sorte qu'ils ont un pool d'entrepreneurs et qui puissent leur dire maintenant ça c'est le but du business. On va mettre $200,000 par exemple là-dedans, vous aurez tel pourcentage dans la boîte et on va développer ça. Et donc ça c'est du venture building. Donc mais dont le but, que ce soit venture capital ou venture building, c'est toujours le fait de développer des boîtes et de créer des boîtes, etc. Créer des startups. Ouais. Donc c'est là, c'est intéressant, je pense, entre toute ma communauté aujourd'hui chez Dr Tech, qui est quand même principalement composée de personnes qui font du e-commerce. Ouais. Mais au final, quand on lance du e-commerce, on est entrepreneur. C'est comme si on lance sa petite startup. Certes, même si on fait en mode dropshipping, qu'on achète des produits en Chine et qu'après derrière on les livre partout dans le monde, mais ça reste quand même le fait de monter une boîte. Il y a plein de personnes qui ont démarré en dropshipping, qui après sont devenues une marque, qui après sont devenues vraiment un gros business. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Gymshark, je crois, qui était valorisé à plus d'$1 milliard après avoir levé des fonds il y a quelques mois, je crois, l'année dernière. Du coup, ouais, il y a moyen de commencer très bien en dropshipping. J'aime bien, c'est toujours l'approche lean, en mode perso d'investissement, en mode petit, etc. Qui permet quand même de pouvoir se développer. Mais après, derrière, il ne faut pas oublier qu'on monte une boîte et que du coup, tout ce qu'on peut voir effectivement dans les startups tech, ça peut nous aider aussi beaucoup dans le e-commerce et pour n'importe quelle startup. Donc ça, je pense, ça peut être super intéressant. Du coup, toi, tu as bossé dans ce genre d'environnement, c'est ça? Ouais, même si je peux rebondir sur cette remarque par rapport au dropshipping, je pense que le dropshipper est totalement l'entrepreneur à 100%. Parce qu'en fin de compte, il lance sa boîte de son côté, la boîte qu'il lance lui appartient. Donc, ce qui est vraiment la définition d'entrepreneur, c'est qu'il fait pas ça, il fait ça à son compte personnel et pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, une fois que le dropshipping permet de lancer un business de manière très lean, comme tu dis, avec un accès aux technologies comme Dr Tech pour, on va dire, pour le back-end de tech, ensuite une certaine connaissance en marketing digital afin de générer des ventes principalement sur Facebook et Instagram, etc. Mais ensuite, il y a vraiment moyen de générer des revenus et d'être profitable depuis le premier mois. Moi, je trouve que c'est ça qui est assez intéressant avec le dropshipping, c'est que c'est pas des grosses boîtes avec des gros business plans où on va investir énormément afin d'acquérir 10 000, 20 000 utilisateurs, mais directement à partir du premier jour, on peut être profitable. Je veux dire, si maintenant, il y a quand même une très très bonne marge à faire sur les produits, il y a moins d'optimiser. Il y a moyen de réengager les mêmes clients, etc. Donc à 100%, c'est de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'effectivement, ça donne vite envie de lancer des marques, de spécialiser dans un produit spécifique et ensuite de faire des accords avec des fournisseurs, etc. Donc je trouve que le dropshipping est vraiment une entrée magnifique dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je conclurai avec... j'avais écouté le podcast de Tobias Lütke qui a aussi créé une plateforme d'e-commerce similaire à Dr Tech. Tu peux le dire, c'est notre principal concurrent. Ouais, non, mais qui s'appelle... On les attaque tous les jours, t'inquiète. Qui s'appelle donc pour Shopify, mais je pense que Dr Tech est aussi très intéressant. Mais je pense que lui, ce que lui disait, c'est que Shopify ne vend pas des e-stores, mais vend de la liberté et vend de l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans le dropshipping, c'est que ça permet directement de lancer son propre business sans devoir avoir affaire à d'autres particularités des business brick and mortar, donc offline. Donc, je trouve ça une très très belle entrée en matière. Carrément, et puis après derrière on peut très bien commencer comme ça, puis ensuite on peut créer ses propres produits, on peut élargir la marque, on peut trouver d'autres fournisseurs, il y a plein de trucs à faire et ça qui est intéressant aujourd'hui dans le e-commerce, c'est une industrie qui est en plein boom, hein, ça, je pense qu'on enfonce une porte ouverte en disant ça, mais du coup que ce soit pour les entrepreneurs qui sont quand même chez Dr Tech, ceux qui créent leur propre boîte, leurs propres produits, on a quand même pas mal chez Dr Tech, on n'a pas que des dropshippers, mais effectivement, dans les deux cas, ça reste du e-commerce, ça reste des approches très lean. Pour ceux qui se demandent ce que c'est lean, c'est en fait quand on va démarrer, avec très peu de fonds et qu'on va essayer d'avoir des clients très vite, ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent qui rentre déjà, qu'on va pouvoir réinvestir derrière pour la croissance, mais aussi d'avoir pas mal de feedback très rapidement pour savoir quoi améliorer, quoi développer et comment avancer. Contrairement à une approche où on ferait un business plan pendant 6 mois. On engage des gens, on dépense beaucoup d'argent, on attend avoir des profitables, etc. Ouais. Exactement. Donc l'avantage de l'approche lean, c'est du coup ça demande très peu d'argent au début. On peut trouver des clients très vite, on peut apprendre très vite, on perd beaucoup moins de temps. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. Ouais, c'est clair. C'est très impressionnant. C'est clair. Du coup, tu as bossé dans un venture capital.
aussi dans un venture builder, du coup, vous faisiez des startups en interne. Vous investissiez dans d'autres startups et en plus, vous en créiez en interne. C'est ça? Ouais. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a fait un co-investissement avec une partie des fonds venait de moi et une partie venait du fonds. Et donc, on a créé une boîte à Hong Kong et là-dessus, on a développé 3 boîtes sur cette structure. Et donc, donc ça veut dire que j'en gérais 3 en même temps, ce qui était assez challengeant, mais hyper intéressant. Et du coup, c'était surtout dans des plateformes, des marketplaces de services, services professionnels, services personnels. Et donc, on a développé ça comme ça. Et ensuite, il y a eu une possibilité de vendre le business qui finalement ne s'est pas faite, mais on va dire que c'était une super expérience. Et ensuite, maintenant, je suis beaucoup plus à mon compte à développer mes propres boîtes. Donc on va dire sans l'intervention de fonds, mais plutôt avec mes fonds personnels. Avec tes fonds perso. Ouais. Ok. Du coup, tu as fait ça, le venture builder. Ensuite, c'est quoi un peu entre les deux, entre le venture builder et donc venture builder. Ensuite, j'ai développé une boîte, un SaaS, donc une plateforme de software as a service pour du F&B. Donc de faire en sorte que les restaurants puissent développer leur propre business de livraison. Et ça, c'était il y a 3-4 ans, et on va dire que c'était avant la crise du Covid. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que les restaurants ne doivent pas nécessairement passer par des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, par exemple, en France, où effectivement, il y a une grande partie des commissions qui est prise par la plateforme, mais de faire en sorte que les restaurants comprennent qu'en fin de compte, la livraison est le futur du F&B, le food and beverage, l'industrie de food and beverage, et qu'eux développent leur propre white label produit white label. Plutôt que de toujours donner 30% de commission à une boîte qui en fin de compte fera la même chose que ce que vous pourrez faire. Et donc en fin de compte, c'est toujours le même paradigme, c'est d'équiper les personnes avec tous les outils qui sont nécessaires pour des personnes qui peut-être sont pas très digitales, afin de leur donner afin de leur permettre de développer leur propre business. Donc c'est un peu ce que tu fais avec Dr Tech. Donc tu donnes les outils à des entrepreneurs qui peut-être à la base n'ont pas le temps, les capacités, etc., l'argent, afin de développer une grosse plateforme d'e-commerce hard-coded depuis le début, qui coûterait énormément et prendrait beaucoup de temps, mais de faire en sorte de donner un accès à une solution qui est assez bon marché, et de faire en sorte qu'eux développent leur propre business. Et donc ça, c'était, on va dire, c'était assez... donc ça, c'était il y a 3-4 ans. C'était peut-être un petit peu tôt, donc d'un point de vue du timing, je pense que le timing aurait été parfait l'année passée, à cause malheureusement des circonstances sanitaires qui se sont vues. Et donc en fin de compte, cette plateforme existe encore. On a vu que quand on voulait vendre du software à des restaurants, il y avait quand même un niveau de customisation. Au fait, il y avait sous 2 problèmes. Il y avait de 1, le délai de vente, donc le fait de souvent quand on développe un SaaS avec une subscription mensuelle donc qui est constamment chargée, on s'attend à ce que l'inscription soit facile et que l'onboarding soit facile. Mais en fin de compte, on a remarqué que de 1, l'onboarding prenait du temps, il fallait vraiment former les clients. Ensuite, il fallait faire en sorte qu'eux sachent comment utiliser les plateformes. Et les délais de vente étaient énormes, avec à chaque fois 5 à 6 mois, on va dire, pour réaliser une vente. Et ensuite, les niveaux de customisation, donc on va dire étaient énormément. Donc en fin de compte, on a vu que ce business était pas assez scalable afin de devenir vraiment viral. On avait quand même levé des fonds auprès de 500 startups, 500 startups. C'est une plateforme qui existe encore aujourd'hui, mais dont on sait maintenant que le modèle n'est pas assez scalable pour vraiment devenir viral, ce qui est le but des investisseurs des fonds de venture capital. Et donc ça, c'était une super expérience. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de consultance digitale. Donc j'ai mis à profit, on va dire, ce que j'avais appris dans le monde de la tech et des startups afin de développer, afin de donner des services à des grandes boîtes B2B, donc Central Group ici en Thaïlande, CP, Minor, etc. Donc toujours dans le monde au niveau de la stratégie digitale, comment permettre à des grandes boîtes de faire ce virage vers le digital. Par où commencer? Parce que souvent c'est assez bouleversant, on va dire.
les boîtes savent qu'elles doivent devenir plus digitales, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'un point de vue marketing, c'est d'un point de vue du back-end, c'est d'infrastructure, c'est d'un point de vue de la data, etc. Et donc ça, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, pendant environ 2 années. Et entre-temps, j'avais développé une plateforme d'échange de Bitcoin. Genre un broker du coup? Donc un broker, donc un peu comme Local Bitcoins. Donc qui est un échange de Bitcoin en peer-to-peer, donc sans passer par une plateforme. Et donc on va dire que c'est dans ce contexte-là qu'on avait atteint la finale de Y Combinator à Mountain View, qui était une expérience assez inoubliable. Tu peux dire ce après? Oui, bien sûr. Donc, en plus, tu m'en as jamais parlé, ça, donc j'en ai aucune idée de ce que tu vas parler. C'est clair. Donc, juste pour cette plateforme, le problème, c'est que la banque de Bank of Thailand a refusé d'émettre les licences de brokers ou de traders à pas mal de plateformes comme nous. Ils ont encore refusé maintenant, à l'heure actuelle. Et donc, en fin de compte, ça a fait que le business était tout simplement pas viable. Et donc en dehors de la Thaïlande. Et donc voilà, on va dire que non, il y a d'un point de vue légal, c'est extrêmement compliqué de monter un business crypto et d'échange. Il y a énormément de requis qui doivent être rencontrés, donc finalement c'était trop difficile. Tu sais qu'il y a 2 ans, il y a eu j'ai un pote qui a beaucoup de Bitcoin et on avait dans l'idée aussi de lancer un broker pour les gens qui voulaient en fait soit en acheter, mais également pour en échanger, car il me disait exactement pareil ce que tu viens de dire, en mode les gens qui veulent en fait les gens qui ont beaucoup de Bitcoin et qui veulent les revendre pour avoir du cash, c'est pas si simple que ça au final, parce qu'ils ont beaucoup trop de Bitcoin. Et donc du coup au final il fallait un système en peer-to-peer pour trouver directement l'acheteur qui lui a le cash et qui veut du Bitcoin, et toi du coup tu peux faire l'échange, tu vois. Et mon pote me disait ça, et à cette époque là il y a eu l'un des plus gros brokers, peut-être même le plus gros en Thaïlande, qui a fermé. C'est exactement ce moment, BX. C'est exactement ce moment-là, BX. Et à ce moment-là, on s'est dit, avec mon pote, que peut-être on allait en lancer un broker aussi pour les bitcoins. Et du coup, après, on s'est vu que c'était trop compliqué, et qu'il y avait plein de problèmes de licence. Mais c'est marrant, tu faisais la même chose presque. Un an avant Kiffer, mais je pense que le BX c'était une grande plateforme. C'est quoi la grande plateforme en France pour je sais pas, il doit y avoir Coinbase ou un truc comme ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Moi, j'achète pas de Bitcoin, j'en sais rien. Mais... Donc là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter, mais plus le meilleur moment pour en avoir, sûrement. Mais on va dire que Coinbase, de nouveau, c'est d'une certaine manière centralisé, donc tu dois de nouveau passer par un tierce parti. Mais si moi j'ai du cash et que toi tu as des bitcoins, on devrait pouvoir faire en sorte de se les racheter, de se les revendre. Et on va dire qu'afin de faire ce mécanisme, il faut que mon argent, tes bitcoins, soit passé en escroc. Donc il faut qu'il soit passé, donc ESCREW. Donc il faut qu'il soit placé, on va dire, dans un escroc afin de garantir de la sécurité de ta transaction, que la personne ne parte pas avec tes bitcoins ou avec ton cash. Et c'est le fait d'avoir un escroc qui est extrêmement difficile d'un point de vue des réglementations. Parce que si tu fais un escroc, ça veut dire que tu es pratiquement un institut bancaire. Et donc là, d'un point de vue des licences et des réglementations, c'est extrêmement complexe. Donc c'est vrai que tu peux trouver tout un montage juridique par rapport à ton lieu d'incorporation. Tu peux t'incorporer au Belize, tu peux t'incorporer dans les British Virgin Islands. J'avais discuté avec pas mal de cabinets d'avocats qui étaient aux Seychelles, aux îles Maurice, enfin vraiment tous les endroits les plus tropicaux, etc. Mais est-ce que, en fin de compte, c'était si tu veux le faire en mode guérilla ou en mode illégal, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Nous, notre idée, c'était vraiment plus de faire un Coinbase avec une vraie marque, avec une vraie identité, avec toutes les garanties légales et toutes les conformités légales possibles. Et en fin de compte, c'était pas possible de faire comme ça. Et effectivement, quelques mois après, la plus grande plateforme en Thaïlande, qui avait énormément, enfin, je veux dire. Pour la petite histoire, en Thaïlande, il y a beaucoup de nomades digitaux. On va dire, il y a beaucoup d'étrangers comme nous, par exemple, qui ont, dont le fait d'avoir des bitcoins ou on va dire des stocks afin de subvenir à leurs activités entrepreneuriales, c'est quelque chose de fondamental dans leur business model. Et donc, il y a un volume en bitcoin et en propriétaire de bitcoin qui est énorme en Thaïlande. Et donc, le fait que les autorités et tout à coup, c'est même pas qu'ils ont refusé d'émettre la licence, c'est qu'ils ont retiré la licence. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ils l'avaient, ils l'ont pas renouvelé, donc ils ont dû fermer. Et donc maintenant, il y a plus qu'une seule plateforme. Il y en a une deuxième qui essaie de revenir, mais
Ça reste un business quand même qui est vraiment pas facile. Peut-être que c'est en train de changer parce que ça c'était il y a 2 ans. Je pense qu'avec les nouveaux dénouements qu'on voit dans le monde de la crypto et du blockchain, c'est en train de se normaliser. Pas que le Bitcoin, mais aussi la compréhension de la technologie des blockchains. On voit maintenant ce qu'il y a eu avec les Nifties, avec les défis, avec les stablecoins. Enfin, il y a toute une industrie vraiment intéressante qui se développe et qui gagne en légitimité. Mais c'était pas le cas avant. Il y a encore beaucoup de chemin à voir. Du coup, pour toi, l'avenir des crypto-monnaies, du Bitcoin, qu'est-ce que t'en penses? Je dois dire, c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer. Je pense que le Bitcoin est maintenant à 61 000 $. Donc il était à 4800 en mars, il y a 1 an, après le Covid. C'est juste hallucinant. Je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent se passer. Moi je crois pas nécessairement au Bitcoin ou aux crypto-monnaies en forme de paiement, mais clairement en forme de storage de valeur à 100%. Je pense que des trésoreries nationales, que ce soit la Banque de France, la trésorerie belge ou quoi, au lieu d'à chaque fois avoir des avoirs en or, en monnaie, etc., pourraient maintenant commencer à acquérir des bitcoins. Que ce serait un asset sous protection et avoir 5 à 10% de leurs assets qui soient en bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement inconsidérable avant. Et donc ça, il y a un immense changement qui est fait à ce niveau-là. Et ensuite, je répète, je pense que le Bitcoin, c'est vraiment le peak of the iceberg comparé au reste de tout ce qu'il y a en termes de monnaie. Donc, il y a les monnaies connues comme l'Ethereum, les Litecoin, Ripple, etc. Mais il y a aussi ici le fondamentaux des stablecoins qui permettent justement de réduire le risque par rapport aux volatilités des valeurs. Mais donc je pense que l'utilisation fait commencer. Je pense que c'est un business qui est vraiment intéressant. Mais par contre, on va dire que moi j'y avais touché plus en tant qu'on va dire investisseur ou passionné. Mais quand on rentre en détail dans l'industrie des bitcoins, l'industrie des cryptos, c'est d'une complexité et d'une technicité vraiment qui est vraiment difficile. On parle par exemple de la plupart de nos éditeurs sont dropshippers, nous aussi, on est dans l'e-commerce et moi j'en fais également. C'est plus facile d'entrer. On va dire qu'on comprend bien comment, pour DectorTech, on voit comment on doit charger les produits. On sait qu'il y a une petite police par rapport au prix. Ensuite, on sait qu'on doit promouvoir le produit. Donc, c'est assez facile d'accès. Je pense que dans le monde de la blockchain et dans le monde de la crypto, une fois qu'on rentre vraiment dans les concepts, c'est extrêmement difficile à visualiser. Donc, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y a toute une industrie qui grandit chaque jour et qu'on en parle de plus en plus et de moins en moins par rapport au scam, mais de plus comme le futur des politiques monétaires qui maintenant se digitalisent. Et donc, je pense que c'est un espace qui va être très, très intéressant. Ok, super. Tu as parlé de la blockchain. Est-ce que tu as vu dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, des startups intéressantes ou des projets intéressants se développer sur la blockchain et qui finissent par marcher, à apporter vraiment une plus-value, autre que le Bitcoin, je parle? Ouais. Donc, la blockchain, on va dire, c'est déjà... la blockchain, c'est une suite de boîtes avec des identités qui permettent de retracer une transaction ou l'origine d'un produit. Donc, on va dire que Bitcoin a sa propre blockchain, Ethereum a sa propre blockchain qui est propre à des smart contracts, donc qui est l'utilisation conditionnelle des transactions conditionnées à certains événements, etc. Et donc il y a plusieurs blockchains. Et donc, je pense qu'il y a 2 utilisations pour moi qui sont assez intéressantes. La première, c'est l'utilisation de la blockchain pour tracer l'origine des produits de luxe. Okay. Et donc, on va dire qu'il y a des boîtes comme Reflaunt maintenant qui utilisent la blockchain qui permettent, on va dire, si maintenant quelqu'un de notre famille achète un sac Louis Vuitton par exemple, être sûr que c'est un vrai, quoi. Être sûr que ce soit un vrai. Si ensuite ils le revendent, être sûr que le vendeur voit d'où il vient, où il a été acheté. Et ensuite on va dire qu'il y a de plus en plus maintenant le fait de revendre les vêtements, d'en racheter, etc. Alors qu'avant c'était pas trop le cas. On a tous l'expérience de certaines armoires où les vêtements restent pendant des années. Et maintenant avec cette application de la blockchain, on va dire au retail, ça permet de voir d'où ça vient. Et je pense que même si on l'applique au dropshipping, en fonction maintenant que ce soit nos auditeurs, si ils ont leurs produits viennent de Deezer, sous Oberlo, ou CJ Dropshipping, etc.
Je pense que normalement, idéalement, la personne qui l'achète et qui le revend pourrait faire en sorte de savoir qu'initialement, ça venait d'Oberlo, de Deezer ou de CJ Dropshipping. Et donc, ça, c'est une application qui est vachement intéressante. On a vu, je ne sais pas si vous avez suivi, ce qu'on appelle les Nifties, les Non-Fungible Tokens, qui est le fait, c'est assez hallucinant, c'est passé dans les nouvelles il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un Nifty qui a été vendu à 65 millions et qui représente, c'est de l'art digital. Donc, au fait, ce Nifty, c'est le code d'appartenance à une pièce artistique qui a été faite. Et donc, maintenant, on voit qu'à chaque fois, c'est comme si maintenant, il y a un Nifty qui représente la Joconde. Et à chaque fois que je te le vends pour 100 milliards, et à chaque fois que tu le revends, il y aura toujours cette origine qui sera tracée à Léonard de Vinci d'une certaine manière. Et donc ces Nifty maintenant aussi s'introduisent dans le monde de l'art. Mais c'est quoi? C'est vraiment de l'art ou c'est juste mec, je te jure, j'ai regardé, j'ai lu là-dessus. C'est quoi? C'est une ligne de code qui peut reproduire la pièce artistique en question, qui peut reproduire l'œuvre. Mais on va dire que donc tu peux représenter l'œuvre partout. On pourrait faire un portrait de Patrick par exemple. Par exemple, ce serait une œuvre qui vaudrait pas grand-chose. mais effectivement, donc en tout cas, si tu fais un lance-portrait, ça sera toujours retraçable à toi, parce que c'est toi qui initialement a fait ce produit, et à chaque fois que tu vas le revendre, on va pouvoir retracer l'identité et l'origine du produit. Et donc, on voit aussi que la blockchain fait tout son sens dans la logistique et dans le fulfillment. Parce que l'information de l'origine d'un produit, un peu comme j'expliquais par rapport à la mode tantôt, pourra également être tracée. Donc, il y a pas mal de mises en pratique qui sont là-dessus. Donc, on voit déjà qu'on s'éloigne énormément de la question d'un outil, d'un asset financier. On est loin des considérations du Bitcoin, de faire de l'argent, etc. Et donc, il y a vraiment une pénétration de cette technologie dans pas mal d'aspects de la vie privée et de la vie professionnelle qui est vachement intéressante. Et je pense qu'on commence à peine à comprendre où ça va. Ce qui est difficile, comme j'expliquais, c'est que c'est vraiment très technique. C'est de la pure, c'est d'ingénierie assez poussée. Et donc, il n'y a pas énormément, on va dire, il n'y a pas comme par exemple Dr Tech, on va sur Dr Tech, on crée son store, etc. Je pense qu'en blockchain, il faut quand même être assez calé d'un point de vue ingénierie, et je ne connais pas beaucoup d'incubateurs ou de centres vraiment qui développent la blockchain. Peut-être que demain sur Dr Tech, on créera un truc qui permettra à tout le monde de créer sa propre blockchain. Hein. On est Dr Tech, du coup on gère tous les trucs tech. C'est clair. Non, c'est clair. Et puis bon, comme vous le savez, on en a déjà parlé assez souvent sur les différents lives. Moi j'ai plein d'idées, j'ai vraiment envie de développer Dr Tech. Pas que sur le e-commerce, mais sur plein d'autres trucs. Après, je vois pas comment on peut faire un truc qui va générer des blockchains aujourd'hui. J'en ai absolument aucune idée. Mais peut-être que plus tard, si on voit qu'effectivement il y a plein de startups qui veulent se développer et que c'est un frein technique, que nous, du coup, on peut les générer un peu comme un venture builder, tu vois. Ouais. Ça serait un truc qu'on pourrait envisager complètement, tu vois. Donc, on verra. C'est clair. Non, mais je pense que Dr Tech, c'est une solution SaaS, donc Software as a Service. Donc, c'est une plateforme qui permet de développer, on va dire, son store et son commerce d'e-commerce assez rapidement. Il y aura sûrement du blockchain as a service ou des plateformes qui permettent de développer son blockchain assez direct et qui va permettre, par exemple, à des grandes boîtes de mode de directement savoir où vont leurs vêtements. Et on va dire que si maintenant ils vendent un produit à Paris le 14 mars 2021, ils savent ensuite que 6 mois après, ce produit est revendu sur le marché des secondes mains, en troisième main, quatrième main, etc. Et va permettre de retracer où vont leurs produits, donc de mieux comprendre la trajectoire de leurs produits. Et pour le propriétaire final, de savoir d'où vient ce produit, etc. Et donc je pense que c'est un business d'office qui est en train de se créer. Ça pourrait être pratique, tu sais, ça, genre, je suis en train d'imaginer un truc là. Mais du coup, on pourrait créer une sorte d'axe marketing où en disant ce sac a appartenu à quelqu'un, c'est clair. Et du coup, là, c'est sûr, où ces chaussures ont appartenu à LeBron James. C'est celle qui portait à tel moment. Et là, c'est sûr, tu vois. Quelle folie, c'est clair. Du coup, on pourrait payer toutes ces stars, ces acteurs, ces sportifs, ces chanteurs et compagnie, juste pour porter les chaussures pendant un gala. Car après, derrière, moi, je sais que du coup, je vais pouvoir le certifier que les chaussures, elles étaient bien portées par LeBron James pendant ce match-là ou pendant cet événement-là. Et donc, je pourrais les revendre super cher. T'imagines Nike, si demain il faisait ça, et que du coup tout ça on pouvait l'authentifier, s'il faisait ça à un gros level parce que ce serait Nike, effectivement ce serait vachement intéressant. Mais c'est clair, je pense que les Nifties commencent à faire ça.
Et donc, hier, je lisais un article que Kings of Leon, maintenant, vont enregistrer des chansons que pour un certain fan qui sont d'accord de payer un certain montant. Et donc, ça n'appartient qu'à toi. Donc, je sais pas quel est ton artiste préféré, si tu as un groupe en particulier. Le budget qu'il faut avoir pour ça, j'imagine. À fond, non, mais c'est de la folie. Et donc, il y a toujours cette personnalisation. Et donc là, c'est un peu dans le monde aussi des influencers qui permettent d'avoir un accès direct aux fans. Après, il y a ce produit qui est un peu tendancieux, on va dire OnlyFans, qui est dans le monde de l'érotisme, qui permet d'avoir accès à une certaine modèle qui dès lors produit une vidéo que pour son client. Et donc c'est toujours du one-on-one. Et on va dire que ça, c'est également dans le monde des Nifty, ça permettrait de faire ça. C'est clair que l'idée que tu viens d'avoir est excellente et ça commence déjà à se mettre en pratique. Il y a énormément d'argent qui peut être fait par rapport à ça. Donc, et quand on voit, tu vois, genre je prends l'exemple du foot par exemple. Ces 10 dernières années, le foot ça a explosé. J'aurais adoré acheter un club de foot il y a 10 ans, franchement. Quand on regarde le montant des transferts, quand on regarde le montant des salaires, la valorisation des clubs, etc., en 10 ans, le foot ça a mais genre, au moins fait un bon x3, x4 minimum, je pense. C'est clair. C'est juste monstrueux. Et du coup, quand on voit par exemple des stars comme Neymar ou même, enfin tu vois, genre Hazard, ou Hazard par exemple. Mais bon, il est un petit peu moins bon. Alors, il y a quelques mal, il y a Lukaku et De Bruyne qui sont là, il va te faire. Et tu vois, par exemple, si on prend Neymar qui joue quand même pas beaucoup avec Paris, tu vois, genre, je regardais un truc la dernière fois, il a raté 50% des matchs de Paris depuis qu'il est à Paris, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est quand même hallucinant, mais la marque Neymar, elle est mondialement connue, tu vois. La marque Neymar, c'est un truc de malade, tu vois. Genre, ils vendent, je sais pas exactement comment ils vendent, tu vois. Je sais pas si, je pense pas que ce soit des t-shirts, tu vois. Je suis pas un ultra pro de l'économie du foot, mais si Neymar il vaut aussi cher et si il est payé autant, c'est aussi parce que c'est une marque vraiment énorme. Donc, si demain on pouvait retracer que ce t-shirt-là, il avait été porté par Neymar ou un truc et que ça pouvait être, comment dire, ça pouvait être authentifié, vu l'essor du sport via, justement, comme tu disais très bien, cette relation entre les stars et leur audience qui devient vachement plus proche, notamment via les réseaux sociaux, tu vois. Et donc, peut-être que ça pourrait créer une nouvelle source de revenus pour des géants style Nike, pour des petites startups qui pourraient se mettre entre les deux. Ouais. Et ça pourrait être intéressant peut-être. À fond. Je crois que c'est un modèle qui est porteur. On verra bien. Du coup, dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur les crypto-monnaies, les blockchains et tout. J'avais pas du tout prévu de parler de ça. Mais non, j'avoue, mais c'est vraiment c'est une discussion qui est vraiment passionnante parce que là, on touche vraiment au futur. Et je pense qu'il y a 2-3 ans, quand on parlait encore des blockchains et des cryptos, c'était assez abstrait. Et maintenant, on voit que les cas d'application, donc tu vois, on peut vraiment avoir une discussion avec des exemples concrets au monde du sport, au monde de l'art, au monde de la mode, au monde de la logistique. Donc on voit que c'est vraiment cette intégration, cette pénétration de plus en plus forte de ces technologies. Et donc je pense que c'est intéressant. Carrément. Sinon, on a Sofiane qui nous demandait comment ça s'écrit Mundo. M-U-N-D-O, c'est ça hein? M-U-N-D-O, exactement. Donc c'est monde en portugais et en espagnol. Perfecto. Perfecto, c'est en italien, je crois. Ok, cool. Donc, ok, super. Donc, blockchain, crypto, t'as fait ça. Ensuite, t'as arrêté parce qu'effectivement, les licences sont super compliquées à avoir. Mais t'as été quand même à Mountain View. Tu nous en parles du coup? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Ouais, depuis. Est-ce que vous avez connaissance de Y Combinator? Donc, c'est une petite question pour vous. Donc, Y Combinator, c'est un incubateur tech. D'où sont sortis Dropbox, Airbnb, Stripe, Binance, des très 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 grosses boîtes. C'est l'un des plus gros. Ouais, vraiment un des plus gros au monde. Et donc nous, avec la boîte de crypto, on avait il y a environ 4 à 5 rounds d'interviews. Donc il faut remettre. C'est un peu comme postuler à une école de commerce en fin de compte. Donc il faut faire des vidéos, il faut faire des démos. On est interviewé à chaque fois et on va dire que c'est des interviews qui sont assez à l'américaine. Donc il n'y a pas de soft talk, c'est très très straight to the point, c'est assez sec. Et donc ensuite il y a la grande finale qui se passe à Mountain View, donc où il nous invite, etc. Et donc nous on avait loué une maison à Airbnb pendant 4 jours à Mountain View. On avait étudié nos questions et nos réponses pendant 4 jours. On savait très bien que le mode de réponse à l'américaine, c'était 3 phrases, 15 secondes max, straight to the point, no bullshit. Et en fin de compte,
parce qu'ils veulent voir si tu es sharp, ils veulent voir si tu es focus, etc. Et ils vont tout faire pour te décontenancer. Et donc ça, c'est très fort à l'américaine, où on t'attaque vraiment directement pour ta réaction. Et donc, je dois dire que pour on va dire, un entrepreneur amateur comme moi, qui est beaucoup lu sur la tech, beaucoup lu sur la Silicon Valley, le fait de pouvoir y aller et d'être juste à côté de Google, et d'être dans Y Combinator, alors que je venais juste de terminer un livre sur Airbnb, c'était vraiment un super beau moment. J'étais hyper heureux, et donc quand j'allais courir sur les campus de Google, etc., et je me disais waouh, c'est vraiment super. Enfin, je profitais à fond, quoi. Franchement, pour moi, c'était déjà gagné. Et ensuite, le jour de l'examen, on va dire, c'est comme pour ceux qui ont été à l'université, et qui a un oral. Donc c'est un oral avec 3 consultants, enfin trois mentors de YC, et donc il y a toutes les équipes, toutes les startups qui sont là. Et nous, on était dans la journée internationale, donc il y avait les Asiatiques, donc on était de Thaïlande, et il y avait également les Sud-Américains, et donc tout le monde était hyper stressé, tout le monde avec des t-shirts, tout le monde en train de répéter. Enfin, c'était vraiment une ambiance assez électrique, parce qu'il y a quand même beaucoup qui est en jeu. Je pense que si ils te prennent dans le programme, c'est $250 000 d'investissement pour 7% d'equity dans la boîte. Mais avec un accès au mentorship, et on va dire vraiment un certificat de qualité de dingue, quoi. Puis tout le réseau derrière, quoi. À mort, non, ça aurait vraiment été de la folie. Et ensuite, donc on rentre, première interview, c'est pour cette plateforme de crypto. À cette époque-là, ça fait mal de dire ça, mais Bitcoin était plus ou moins à $3 500. Donc 18 fois moins qu'aujourd'hui. Et donc tout le monde disait que ça ne sert plus à rien, que c'était juste une phase, parce que ça c'était en décembre 2018. Et donc un an, on va dire, après la grande montée du dernier trimestre 2017. Et donc là, ça ne sert plus à rien. Pourquoi est-ce que vous voulez faire une plateforme de peer-to-peer en Asie du Sud-Est? Et donc évidemment, nous on insistait sur le fait qu'il y ait 600 millions de personnes. C'est la région mondiale la plus grande croissance. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte en banque. Donc il y a tout intérêt à développer ce genre de plateforme. Et en fin de compte, ils nous sont entrés dedans et ils nous ont pas pris, malheureusement. Et donc c'était un peu une déception. Puis ensuite, ça si on mettait ça aussi sur le fait que quelques jours après, on a eu la confirmation qu'on n'aurait pas la licence de la Bank of Thailand. C'était assez des bonnes baffes. Mais franchement, c'était une super expérience. Et j'aimerais bien y retourner. J'aimerais bien. D'ailleurs, avec Mundo, j'y pensais. Et je pense que c'est une idée qui pourrait leur plaire. Et maintenant, vu la situation Covid, tout se fait à distance. Donc, ils n'invitent plus les gens à YC. Il ne faut plus aller à San Francisco, ce qui quand même faisait partie de l'expérience. Et donc, mais ouais, vraiment une super expérience. Après, c'est bon, maintenant, tu es à True Digital Park. Je suis à True Digital Park, c'est clair. C'est quand même vachement mieux que Project Combinator. C'est clair. C'est quand même, on est quand même mieux ici. Regarde, on a des non, c'est clair, aussi. C'est clair. Non, mais je pense même qu'on pourrait, ce serait intéressant de parler avec nos auditeurs aussi du fait que nous, on est comme vous. Moi, je suis belge et Martin est français. Je pense que pour la plupart, vous êtes français. Et comment est-ce que nous, on s'est retrouvés en Asie du Sud-Est à développer en fin de compte nos business aussi, parce qu'on n'est pas employés, mais on travaille pour nos boîtes. Toi pour Dr Tech, moi pour Mundo et une autre boîte. Et donc je pense que c'est intéressant de voir comment aussi on s'est retrouvés ici. Comment tu t'es retrouvé là alors? Ben, je te pose... Tu veux que je commence? Ok. Moi, qu'est-ce qui m'a amené là? Alors moi, j'ai quand même passé pas mal de temps à voyager avant de rester à Montréal. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai monté ma première boîte, j'avais 19 ans. Donc j'étais en prépa maths à la base. J'ai fait MPSI, MP étoile. Pendant ma prépa maths, je monte ma boîte, ça marche super bien. Je dis ciao les cours. je fais ça à temps plein. Et à partir de là, en fait, j'ai toujours fait des boîtes 100% digitales. Moi, j'aimais bien pouvoir tout gérer depuis mon ordinateur, tu vois. Et pouvoir gérer facilement sans avoir de stock, sans avoir d'employés, sans avoir de bureau, de magasins, etc. Vraiment ultra light. Et qui du coup permet d'être ultra scalable, tu vois. Si tu peux tenter 100% digital, il n'y a pas vraiment de frontières à part la langue, tu vois. Mais c'est tout. Et donc du coup, j'ai commencé ça très tôt, ça m'a permis de beaucoup voyager. Ouais. Où ça exactement? Donc tu voyageais pour être basé à partir d'un certain pays, ou tu voyageais en mode touriste, on va dire? Juste en mode touriste, tu t'arrêtais, tu bossais j'ai envie de travailler remote. un mois là-bas, au bord de la plage, tu vois. C'est clair. Du coup, j'ai dû faire 25 pays, je crois, en 3 ans. Excellent. Tu vois. Donc j'ai beaucoup bougé. Et puis après, du coup, il y a eu le Covid. Mais j'ai eu la chance d'arriver en Thaïlande juste avant. Ouais.
Et du coup, il fallait s'arrêter de voyager. Ouais. Et donc, j'étais en Thaïlande. Mais ça s'est vraiment fait comme ça, tu vois. Genre, il n'y avait pas forcément plus de raisons de ça. Après, j'étais quand même venu 6 mois l'année d'avant, avant de revenir en Thaïlande. Et j'avais quand même beaucoup apprécié. Vraiment, moi, ce qui m'a plu ici par rapport à tous les autres pays où j'ai pu aller, c'est le confort de vie qu'on a en Thaïlande. Il est vraiment énorme, quoi. Genre, à partir du moment où tu travailles pas en Thaïlande et que tu travailles comme je le fais moi, tout en ligne, c'est quand même vraiment génial de pouvoir trouver de la nourriture facilement, de pouvoir faire en fait tout ce qu'on veut super facilement. On est à Bangkok, donc tout est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est l'une des villes qui bouge le plus au monde, je pense, ici. Ouais. Donc il se passe tellement de trucs, ça dort jamais, c'est facile, c'est pas très cher. Après, Bangkok, bon, c'est quand même un petit peu cher comparé au reste de la Thaïlande, mais on est quand même bien, quoi. Ouais, le confort de vie est quand même cool. Et comme tu dis, il y a le reste de la Thaïlande. Donc, Ouais. donc il y a Phuket, il y a Chiang Mai, je On dis, peut il y a, partir en vacances partout, dans des- partout tu Ouais. peux vraiment bosser d'où. Mais je pense que dans plus de l'image que certains peuvent avoir de la Thaïlande comme une destination touristique, la Thaïlande, il faut aussi savoir que c'est un des pays qui a le taux de digitalisation le plus élevé au monde. Je crois, attends, il y a. Justement, tu sais, j'étais en train de discuter avec mon futur partenaire, peut-être pour la Thaïlande, et il me disait que la Thaïlande, c'est le numéro 3 en termes d'adoption du e-commerce dans le monde. Ouais. Ils ont plus de 90% des gens qui achètent en ligne ici. Ouais, c'est Imagine clair. à quel point c'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est C'est énorme. énorme. Et après, comme je l'ai très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas tout le monde qui a un compte bancaire, mais c'est pas très grave parce qu'ils font beaucoup de cash on delivery ici. Ouais. Ils font beaucoup de livraisons et les gens payent sur place directement. Et du coup, ça permet aux gens d'acheter sur Facebook directement, pas forcément besoin d'avoir un site internet, etc. Ils achètent sur Facebook, ils font des live Facebook. Bien sûr. Ça, c'est un truc, la première fois que j'ai vu ça, Live commerce, non, c'est clair. j'étais bluffé. Donc, juste petite parenthèse, moi j'ai fait, donc ensuite j'ai fait environ pratiquement 2 ans, je faisais de la consultance digitale pour des grands groupes. Et là, on voit vraiment du marketing qui probablement n'existe pas encore en Europe, entièrement basé sur le digital, totalement basé sur les influenceurs, sur le live commerce. Et donc, on voit vraiment à quel point, et il y a certaines datas qui sont assez hallucinantes sur la Thaïlande. Par exemple, Bangkok est la ville au monde où les gens passent le plus de temps en moyenne par jour sur Facebook ou YouTube. Donc, au monde. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 5 heures, c'est 4h20 ou 5h10 sur laquelle les gens passent sur YouTube ou sur Facebook. C'est vraiment hallucinant. Par jour. C'est numéro 1 au monde. Hein. Donc, si tu regardes les datas de Facebook, Bangkok, c'est leur marché numéro 1. Oh là là. Et donc. Pour ça qu'on est bombardé de pubs tout le temps. Ouais. Si tu prends ici. premium. Hein. mais je pense que c'est ça qui est assez. Après, je pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose. Parce que ça veut dire que les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos. Est-ce que les gens se parlent? Est-ce que les gens lisent des livres? Est-ce que les gens font de la musique? Est-ce que les gens font du sport, etc. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de passer du temps sur son téléphone. Mais il y a aussi en Thaïlande une pénétration mobile qui est de 120 à 130%. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont en moyenne 1,3 de téléphone. C'est tout à fait commun d'être à Bangkok et de prendre un taxi et de voir que le taxi driver, en fin de compte, a 3 téléphones. Donc, je pense que... Et qu'est-ce que ça veut dire pour le fait... On revient à la discussion du fait d'éventuellement décider de venir en Thaïlande pour développer vos commerces à vous, plutôt que le faire de Paris ou d'où vous êtes en France ou en Belgique. De faire ça à partir de la Thaïlande fait aussi du sens parce que la vitesse du Wi-Fi est extrêmement rapide, parce qu'il y a de la digitalisation partout. Comme tu l'as dit, je pense que pour l'e-commerce, c'est extrêmement viable. Pourquoi est-ce que nous, ce qui est difficile, on va dire, en tant que dropshipper, si maintenant on veut développer le marché thaïlandais, c'est qu'il y a une guerre de prix énorme. Et donc, on va dire que les marges ne seraient pas les mêmes qu'on pourrait faire en Europe ou en anglophonie. Donc Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, UK. Je pense que c'est ça qui est assez difficile en tant que dropshipper si maintenant on voudrait faire ça en Asie du Sud-Est. Mais si vous maintenant, éventuellement la situation en France est difficile et on voit que les chiffres repartent un peu à la hausse et donc ça c'est pas top et vraiment courage. Mais si vous avez besoin d'aide et qu'éventuellement vous reconsidérez travailler à partir de la Thaïlande, qui essaye aussi de promouvoir cette identité en tant que destination de digital nomadisme, contactez-nous et on peut voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Cool. Effectivement, ça fait un petit bout de temps que tu es là. Et c'était quoi qui t'a amené ici en Thaïlande pour la première fois du coup? Ouais, c'était je travaillais pour une boîte, un groupe industriel qui vendait des trains et des avions. Okay. Et donc j'ai bossé, donc ça c'était au
tout début de ma carrière. Et donc j'étais basé avec eux en Inde, à Singapour, en France, en Russie. Et ensuite, ils m'ont envoyé en Thaïlande pour faire business developer régional pour l'Asie du Sud-Est. Donc je voyageais environ toutes les semaines en Australie, au Japon, en Inde, etc. C'était super. Et ça, c'était juste avant Hong Kong et le MBA et la spécification digitale que j'ai fait finalement tout le temps. Donc, j'ai fait un gros chiffre dans ma carrière par rapport à ça. Et donc, ça m'a amené de venir en Thaïlande avec ma copine qui est maintenant mon épouse et la mère de mes enfants. Et donc finalement, on a été en Chine ensuite pour faire le MBA. On est revenu et elle est belge également. Et on se trouve à merveille. Donc c'est clair qu'à chaque fois on dit qu'on va rentrer, mais c'est difficile. Mais là on va bientôt rentrer. Déjà ici on a le soleil tout le temps, c'est bien. Je suis acheté en short, je vois. C'est quand même cool. En Belgique aussi, il y a quand même. Ouais, 2 mois à l'année, 1 mois, peut-être 3 semaines. Ça s'améliore. 3 semaines de fin juillet, début août, à peu près. Non, j'ai oublié ma liste de blagues sur la Belgique, c'est vraiment dommage. Tant mieux. Si jamais vous en avez d'ailleurs. Comment dire, des blagues sur la Belgique, évidemment en commentaire, n'hésitez pas. On a Charline qui nous pose une question. Quels seraient les conseils de l'œil de l'expert pour lancer une marque? C'est moi, je fais également du dropshipping et de l'e-commerce. Principalement en termes de marque, il y a une sélection produit, donc c'est clair qu'il y a différentes manières de sélectionner le produit. Moi en général je fais pas de produits qui sont électroniques, je fais des produits dont on va dire l'aspect est très proche à celui qu'il y a sur les photos afin d'éviter toute déception, et je pense qu'en général ce qui est important pour lancer une marque, l'aspect consumer est assez important. C'est une question assez large. Sélection de produits, c'est ouais, c'est dans la communauté de Tortel. Non, je le fais dans ma tête. Donc sélection du produit. Pour lancer une marque, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseils. Je pense que en termes de sélection de produits, faire une étude de quels sont les compétiteurs, comment eux, quelles sont leur identité visuelle, comment eux se présentent sur les réseaux sociaux et sur leur plateforme. Ensuite, quel est le nom, on va dire quel est le marché principal qui est targeté et sélection du prénom. Et ensuite, je pense que ça peut aller assez vite. Parce qu'en tant que dropshipper, on fait toujours une marque. On va dire qu'on va utiliser, on va créer un nom, on va ensuite développer un store sur Dr Tech. Si maintenant ta question c'est l'étape, on va dire supérieure, une fois que maintenant il y a l'attraction sur un produit en particulier ou sur une marque, et que plutôt que de se baser sur une plateforme de revente telle que Oberlo ou Deezer ou CJ Dropshipping, quelle est l'étape à ce moment-là? Je pense que c'est la sélection vraiment du supplier. Ça dépend si tu es pur dropshipper ou alors si tu vends tes produits également. Ok. Alors ouais, effectivement, on a Stéphane qui nous pose une autre question. Tu as terminé du coup par rapport déjà à celle de Charline. Ouais. Et effectivement, je suis d'accord avec toi par rapport à la création de la marque. Après, moi, tu sais que mon dada, entre guillemets, dans tout ce que je fais, c'est j'essaie toujours de faire en sorte que le client ne soit pas content, pas très content, mais ultra content, de toujours over-deliver par rapport à la promesse. Moi, ça, c'est vraiment mon conseil numéro 1 que j'aurais à te donner en réponse à ta question, Charline. Si les clients sont vraiment ultra contents, derrière, ça facilite quand même vachement les choses parce qu'ils nous recommandent, ils font du bouche-à-oreille, on a des bonnes reviews, on peut leur vendre plus de produits, on peut rajouter des trucs autour, etc. Et donc, ça facilite quand même vachement les choses. Moi, je ferais quand même en sorte quand on crée une marque, faire en sorte que la marque, elle dise quelque chose aux gens, que les gens s'en rappellent, et vraiment dans l'ultra positif, quitte à travailler beaucoup, quitte à pas gagner forcément beaucoup d'argent au début, mais une fois qu'on est là, une fois qu'on est implanté, une fois que les gens se rappellent que Dr Tech, que la marque, que machin, c'est positif, c'est bien. Après, derrière, on a une traction qui commence à être intéressante et on a une sorte de cercle virtueux qui se met en place et qui permet après derrière de faire des trucs vraiment, vraiment intéressants. Donc moi, ce que j'aime bien toujours, c'est faire en sorte que les clients soient très contents. C'est clair. Et over-deliver par rapport à... non, c'est clair. Et je pense que en termes de marque, il y a sûrement un aspect plus branding, plus marketing, mais je pense que l'aspect customer support, donc la faculté de réponse dès qu'il y a un problème, de régler quelque souci que ce soit, est vraiment fondamental au début.
Et donc, je pense que tout ce qui est les touchpoints avec les clients, que ce soit les emails qui sont envoyés, les emails récapitulatifs, les emails de promotion, dès qu'il y a un problème, les réponses, s'il y a le moindre souci, le refund, ça, c'est vraiment obligatoire. Rembourser en français. Et le remboursement, ça fait longtemps. Donc ça, je pense que c'est vraiment super important. J'aimerais continuer avec Sofiane, parce que je pense qu'il y a... qu'est-ce qui est vraiment important pour passer au niveau supérieur? Silly, stock, boutique, physique. Le POD, tu as l'habitude de POD? C'est Print on Demand. POD, en gros, il passe par une boîte qui du coup va imprimer des produits. Oui, tout à fait. Tu vois sûrement ça. Mais moi, en tout cas, je pense qu'en ce qui concerne surtout la question stock et la question de l'inventaire, je pense que si le plus possible, tu réussis à sous-traiter ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Parce que dans ce fin de compte, tu peux te concentrer sur trois choses. Tu peux te concentrer sur ton produit, donc vraiment sur l'amélioration constante de ton store en termes du contenu visuel, en termes de ta conversion. Donc au fur et à mesure, tu vas avoir plus de data, donc tu vas voir comment est-ce que tu peux améliorer ton checkout. Tu vas vraiment te concentrer sur la data et l'expérience client sur ta plateforme, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est par rapport au marketing. Donc, est-ce que tu peux améliorer ton contenu visuel? Est-ce que tu peux mettre des vidéos? Est-ce que tu peux découvrir des nouvelles plateformes? Est-ce que tu peux réengager tes clients? Est-ce que tu peux bien comprendre ta data afin d'avoir une stratégie de rétention et de réengagement qui demande du temps? Ça, c'est aussi c'est quelque chose qui va être également très, très important. Je pense que et ensuite, la troisième partie, c'est la concentration totale sur tes clients. Donc produit, marketing, client. Et donc ça, client, c'est comme j'expliquais par rapport au soutien client, au service après-vente. Et donc ça, c'est aussi lié au marketing. Ça demande déjà énormément de temps et ça demande de l'argent. Et je pense que si tu peux réussir à ne pas être responsable de la logistique, donc ce qu'on appelle le fulfillment, donc vraiment la logistique, la livraison, l'inventaire, et que tu réussis à faire en sorte qu'en fin de compte, ta plateforme ou ton reseller puisse être responsable de ça, je pense que tu t'évites quand même pas mal de casse-tête. Tu te concentres vraiment sur produit, marketing et client. Et donc ça, je pense que dans la sélection, de passer à l'étape supérieure dans la création d'une marque, c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, boutique physique, et là je suis toujours sur ta question, Sofiane. Moi, honnêtement, je pense pas que c'est quelque chose qui soit nécessairement scalable, échelonnable. C'est quoi en français? Ouais, scalable. Donc on va dire, moi personnellement, c'est pas quelque chose que je recommanderais, mais je ferais toujours en sorte de plutôt, alors, au lieu d'ouvrir une boutique physique, éventuellement de tester d'autres verticales et éventuellement de lancer d'autres stocks. Ça m'intéresserait, Sofiane. Toi, tu es dans quel secteur, dans quelle verticale, etc. Si tu pouvais nous tenir au courant dans les commentaires, ce serait intéressant. Carrément. Après, effectivement, ça peut être cool au moment où on commence, comment dire, avec un fournisseur, tu vois, qui gérerait par exemple la partie print dans Print on Demand. Après, derrière, ça pourrait être cool une fois que tu as par contre beaucoup de volume et donc beaucoup d'argent, derrière, effectivement, tu peux faire du stock, tu peux, comment dire, avoir des entrepôts, toujours par un third party, par une autre entreprise qui va stocker pour toi et qui va envoyer pour toi. Mais du coup, si tu as des stocks, tu as forcément plus de marge et donc derrière tu gagnes plus d'argent, ou alors tu peux plus investir en marketing et donc faire ce que tu disais. Ouais. Donc effectivement, au début, travailler en flux tendu, c'est cool pour savoir ce qui marche, trouver des produits qui se vendent, commencer à créer sa marque. C'est pour ça que le début, faire des profits, c'est pas forcément le plus important, je pense. C'est plus trouver les produits qui se vendent. Et après, derrière, il y a plein de façons d'augmenter ses marges ou d'augmenter l'argent qu'on gagne par client via des upsells, via des produits supplémentaires, via des abonnements, etc. qui nous permettent derrière de faire de l'argent à ce moment-là. C'est compliqué quand même, je pense, au début de chercher un produit qui marche, plus d'être ultra rentable. Je pense au début, c'est pas grave si on est break-even, en mode on dépense autant que ce qu'on gagne, mais au moins on a des clients, au moins on sait que ça marche. Après, derrière, on peut facilement dépenser moins et gagner plus une fois qu'on a un truc qui marche. Ouais. Et le développement de la customer database, donc le fait d'avoir et ça c'est assez important, et je pense que moi ça a mis du temps de comprendre ça. Le fait d'avoir une liste client avec de la data par rapport à ce que eux commandent, où ils sont, où ils se trouvent, etc., permet quand même de personnaliser le marketing de manière considérable et dès lors d'augmenter les chances de conversion. Et donc, je pense que d'avoir un pop-up, par exemple, sur les sites où il y a une newsletter, et souvent on se demande pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Il y a également des campagnes sur Facebook où des marques vont demander, par exemple, si vous voulez avoir accès à un rapport, votre adresse email.
Et ça, c'est à chaque fois pour pouvoir vous retargeter et pour pouvoir, en fin de compte, diminuer la dépense en termes d'acquisition de clients, mais toujours d'augmenter la performance en termes de rétention et de réengagement des clients. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et souvent, les boîtes vont toujours se concentrer de mettre de l'argent dans les réseaux sociaux, dans les ads, etc. Mais en fin de compte, se concentrer sur les clients existants, c'est quelque chose de fondamental aussi. C'est beaucoup plus facile de vendre à ses clients existants, de trouver un nouveau produit, de mettre en place une offre par abonnement. Moi, j'adore ça, tu vois. Alors, tu mets en place une offre par abonnement et que du coup, tu as tes clients actuels qui peuvent continuer de te rapporter de l'argent de façon récurrente, automatique et prévisible surtout. Bien sûr. Ça, c'est super génial parce que du coup, tu n'es pas tout le temps dépendant de trouver des nouveaux clients, quoi. Tu peux demain faire 1000 clients, par exemple, et tu en as peut-être, allez, on va dire 300 qui vont continuer à payer tous les mois. Et ben, c'est de l'argent qui rentre tous les mois et le temps, tu trouves autre chose, tu mets en place des nouveaux produits, etc. Moi, j'essaie toujours de faire ça, toujours mettre en place des abonnements, de prendre soin de mes clients. Ça, je pense que vous l'avez vu déjà sur Dr Tech, parce que c'est beaucoup plus facile. Une fois que les clients les a eu une fois, c'est con de s'arrêter là, c'est clair. Tout simplement. Et car tout le reste, c'est vraiment beaucoup plus facile. Donc, ouais, pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Tout à fait. Et je vais continuer sur Sofiane et Charline. Parce qu'il semble que vos business sont assez similaires. Donc, une marque à connotation écologique et biodégradable et du textile éco-responsable. Donc, je pense que là, en termes de marque, il y a un potentiel de branding immense. Il y a un potentiel de contenu qui est vraiment très important. En termes de, si maintenant on prend l'exemple, on va dire, de n'importe quel e-commerçant entrepreneur qui, en fin de compte, est là plus pour l'adrénaline du fait de vendre des produits, de voir des ventes qui augmentent, etc. Donc c'est plus en mode vente. Et donc là, il va y avoir une sélection de verticales qui est assez guidée finalement par la performance potentielle. C'est une chose. Et donc là, on va dire qu'il va y avoir une stratégie de marketing et de communication qui est entièrement basée sur la conversion et sur la rétention. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des grosses promotions, il va y avoir énormément de contenu sur Facebook, il va y avoir un focus sur le checkout page afin que les gens se convertissent et que vous réussissiez une vente. Et par contre, je pense que dans des belles boîtes comme la vôtre, où potentiellement vous ne passez pas par des grandes plateformes, il y a toute une narration qui est importante. Il y a vraiment quelle est votre vision, quelle est votre mission, quel est le but de faire votre business. Et donc, je pense que là, d'un point de vue du contenu, il y a une grande stratégie à avoir. Donc, c'est du contenu qui peut être sur votre site et qui peut être vraiment sur quelle est l'histoire de d'où vous vient cette envie de vous consacrer au business éco-responsable. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier? Est-ce que ça a trait à un pays en particulier? Ensuite, donc je pense que sur le site, ensuite, il y a tout un contenu vidéo qui est vraiment important. Si maintenant vous voulez faire grandir une marque, je pense que, et c'est ce qu'on fait par exemple aujourd'hui, les technologies actuelles nous permettent de créer du contenu vidéo où vous parlez de votre passion. Donc si maintenant Martin est un passionné d'entrepreneuriat et d'e-commerce, son contenu est vu et parce qu'il y a de la passion derrière. Et je pense que pour vous, le fait de passer du temps aussi à créer du contenu, c'est quelque chose qui serait directement reconnu par rapport aux consommateurs finaux. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez vraiment vous concentrer. Je répète, n'importe quel entrepreneur qui maintenant identifie de la nourriture pour chiens ou des produits pour animaux domestiques parce qu'il sait qu'il y a de la demande, il sait qu'il y a de la vente, c'est une stratégie de branding tout à fait différente. Et à la limite, on ne crée pas vraiment une marque. On crée des stratégies de vente. Mais je pense que pour vous, alors qu'il y a vraiment une finalité derrière, il y a un gros potentiel en termes de branding et je passerai beaucoup de temps là-dessus. Concentrez-vous sur vous et sur votre passion et communiquez ça bien à vos utilisateurs. Et ça viendrait vraiment du cœur et ça, les gens le voient directement. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est marrant que tu parles de ça parce que on en a parlé sur le live qu'on a fait dimanche dernier. Pour ceux qui étaient avec nous dans le live, on a fait encore pendant 5 heures sur la communauté de Dr Tech. Et en fait, j'ai commencé le live en disant ça. Je leur ai dit, c'est cool de faire du dropshipping, d'aller vite, de trouver des stratégies de vente, comme tu l'as très bien dit. Mais aussi, n'oubliez pas que nos clients, quand ils achètent sur notre site de e-commerce, bah, eux, ils pensent ce qu'ils voient, c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est une marque, c'est quelque chose de totalement légitime. Et donc, du coup, il y a tout un tas de critères que les gens s'attendent de voir d'une entreprise. En général, elle peut avoir des locaux, des salariés, peut avoir fait des événements, des photos, tous ces trucs-là qui légitiment l'entreprise du point de vue des clients. Et donc, du coup, augmente fortement la confiance et donc derrière les taux de
conversion. Avoir un taux de conversion élevé, c'est pas juste une histoire de check-out one page ou deux pages. Non, c'est une histoire. C'est une histoire surtout de confiance que les gens vont avoir dans l'entreprise, ce time to trust, tu sais, qu'on pourrait appeler en anglais, qui du coup permettrait aux gens, bah voilà, au moment où ils voient le truc, ils se disent vas-y, ok, j'achète, car la boîte, je lui fais confiance, je sais qu'il travaille bien, etc., etc. Et tout ça, c'est le branding, c'est ce que tu as dit juste avant, en mode l'histoire, tout ce qu'on va raconter autour, pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qui nous plaît, notre why, entre guillemets. Et tout ça, c'est des choses qui aident fortement à augmenter la confiance des gens dans notre business, et donc qui augmentent très, très, très fortement les taux de conversion, quoi. Donc, c'est clair. Donc ouais, carrément, je vous inciterai de même, comme je l'ai fait la semaine dernière, à vraiment réfléchir à ça. C'est pas si compliqué au final, hein. Si on pouvait donner 2-3 deadlines, genre 3 questions à répondre ou 2-3 deadlines qu'on pourrait faire tout de suite pour avoir un super branding, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais vraiment quelle est la mission et quelle est la vision. Ça part vraiment à partir de ça. Ensuite, d'un point de vue purement branding, il y a toute l'identité par rapport au nom, par rapport à l'identité visuelle, etc. Mais moi, je pense que surtout dans ce genre de business, d'un point de vue branding, il y a aussi le développement des contenus qui sont pas spécialement le cas. Je répète, c'est dans d'autres secteurs. Donc il y a aussi la sélection de certaines vidéos qui même ne vous appartiennent pas, mais il y a aussi moyen de développer de développer votre commerce dans d'autres plateformes qui sont beaucoup plus axées sur l'éco-responsabilité. Et c'est pas nécessairement le cas dans la plupart des business traditionnels. Donc, du coup, tu as parlé de sélection de contenu. On part sur Mondo. Ben oui, je voulais juste rebondir sur une des remarques que Sofiane avait, qui est celle de s'ouvrir sur d'autres pays. Ouais. Est-ce que vous êtes ok. Donc vous êtes surtout basé en France et c'est surtout pour le marché français. Est-ce que c'est ça en général? Ouais, souvent c'est ça. Alors après, Sofiane ou les autres, n'hésitez pas à nous corriger si c'est pas le cas. Mais effectivement, souvent, comme dit Dr Tech, ils vont plutôt être en France et vendre en France. Du coup, je pense que tu parles de ça. Après, ouais, vas-y, je te laisse parler de ça. Ouais, ben moi, je dirais qu'à partir du moment où vous êtes en France, donc en Union européenne, je pense que ça serait vraiment intéressant d'aller sur d'autres marchés. Et je pense que des marchés comme le marché néerlandais, le marché allemand, le marché polonais sont des marchés où il y a une immense croissance d'e-commerce. Et donc, c'est extrêmement important, je pense, de commencer petit à petit à s'ouvrir à ces marchés-là. Vous êtes de toute façon une boîte européenne, pour la plupart, donc il ne devrait pas y avoir de problème d'un point de vue légal. Je pense que d'un point de vue de la langue, il y a des solutions comme par exemple deepl.com, donc DEEPL.com, qui sont la traduction avec l'intelligence artificielle, où la qualité de la traduction est hallucinante. Donc c'est vraiment pas comme du Google Translation, mais c'est une qualité de traduction qui vous permet directement de traduire votre plateforme dans une autre langue avec on va dire un critère de perfection par rapport à la langue qui est proche à 95%. Donc ça, je pense que c'est en français. 95, pardon. En français, en français chez vous. Ouais. En français de France. Donc de 95. Donc ça, je pense que c'est la question de la langue. Ensuite, si maintenant vous voulez vous lancer dans d'autres pays, il y a la question des modes de paiement. Donc par exemple, en France, dans l'e-commerce, c'est une décision qu'on avait avec Martin. Environ 100% des paiements sont faits par Mastercard, Visa, par PayPal. Mais que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, dans d'autres pays, il y a un accès qui est fait aux modes de paiement locaux, et des modes de paiement comme P24 en Pologne, comme Ideal aux Pays-Bas, comme Sofort et Giropay en Allemagne, EPS en Autriche, Bancontact en Belgique, etc. Et donc Dr Tech vous permet, avec l'intégration Stripe, d'avoir accès à ces modes de paiement. Et je pense qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué de lancer dans d'autres pays. Et je pense que ça vaudrait vraiment la peine de tester, de mettre une petite partie de votre budget marketing pour lancer dans ces pays pour voir l'attraction. Je répète, je pense que l'Allemagne et les Pays-Bas pourraient être une priorité et qu'il y a vraiment moyen de lancer assez rapidement. Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je vais parler de l'autre côté de pourquoi il ne faut pas le faire. Parce que moi, là, je suis en plein dedans. Cool. Sur Dr Tech. Là, donc, je traduis en anglais, parce que bon, c'est quand même la base. Et donc, pourquoi pas aussi en thaïlandais. On est en train là de voir pour lancer en Thaï. Et honnêtement, c'est quand même un vrai bordel. Ouais, c'est clair. À partir du moment où tu te mets sur plusieurs pays,
Parce que d'un seul coup, surtout en thaï, où je parle pas le thaï, tu vois. Là, tu parlais du néerlandais, tu parlais de l'allemand, c'est pareil pour vous. Vous n'allez pas parler le néerlandais ou pas parler l'allemand. Ouais. Quand on parle pas la langue, c'est quand même ultra plus compliqué. Parce qu'effectivement, on peut servir de DeepL, c'est vrai. Et c'est super génial, ils font des super traductions, c'est top. Mais tout ce qui est support client, tout ce qui va être recherche de la concurrence, etc., tout prend 10 fois plus de temps. Mhm. Et donc, du coup, c'est tout beaucoup plus long. Et moi, je pense pas que ce soit. Alors, soit vous avez zéro business, vous avez zéro vente, vous cherchez un marché sur lequel ça marche. Et là, du coup, effectivement, vous tâtonnez un petit peu partout et pourquoi pas. Mais si vous avez un petit peu de traction, il y a un peu de clients déjà en France, c'est clairement pas le moment d'aller vous embêter à redémarrer à zéro sur un truc qui va être 10 fois plus dur, je pense. Il faut plutôt le faire après, quand on atteint un plateau, une vitesse de croisière. Vous savez plus trop comment vous développer en France, vous avez plus d'idées. Là, pourquoi pas après aller sur d'autres marchés. Moi là aujourd'hui, je le vois sur DoctorTech. On est déjà bien busy en France. Il y a un marché encore énorme à aller chercher sur lequel on peut se développer. Je le traduis en anglais parce que je suis en Thaïlande et du coup c'est chiant de ne pas pouvoir envoyer le site aux gens autour de moi. Je le fais en thaï parce que j'ai l'opportunité de faire un partenariat, mais je ne le ferai pas en japonais ou en allemand ou en italien ou en néerlandais parce que je serai tout seul à gérer ça et ça va être un méga bordel. Et du coup ça va me ralentir pour tous les autres trucs que je suis en train de faire qui ont plus de potentiel. Et vraiment, c'est quand même vachement compliqué quand on se met sur une langue qu'on ne comprend pas. Bon, moi, je parle bien anglais, donc j'ai quand même ma chance. Mais toi, c'est pareil d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous ne parlez pas anglais, je vous conseille vraiment, vraiment de vous y mettre. Parce que ça va vraiment vous aider un jour. Du coup, ouais, c'est quand même vraiment compliqué. Ça rajoute quand même une tonne de travail. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Je rajouterai ça quand même. Et du coup, effectivement, Stripe, PayPal, après pour petite parenthèse pour quand même vendre DoctorTech, c'est quand même cool de pouvoir montrer les bénéfices. Effectivement, par rapport à tous les moyens de paiement, on a une tonne de trucs. Et si jamais il y en manque, vous voulez vendre dans un pays et qu'il n'y a pas le moyen de paiement super utilisé, vous pouvez toujours m'envoyer un message et on peut le rajouter très facilement pour vous, hein, évidemment, toujours gratuit. Et tu les as tous. On a tout. On a vraiment tout. Tu les as tous, donc il n'y a pas de problème. Par exemple, là pour la Thaïlande, tu vois, on est en train de voir comment s'adapter au marché. C'est super simple, on met tout en place et puis let's go. Pour nos clients. Pour que nos clients puissent derrière vendre. Donc ouais, donc c'est pareil pour toute la communauté DoctorTech. Vous savez, quand vous avez besoin d'un truc, on peut le rajouter. Cool. Ouais. Il y avait un autre commentaire qu'on aurait pu rater ou un truc. J'ai pas trop l'impression. Non, c'est clair que pour le commentaire de Dimitri Dessau, l'Allemagne utilise à 80% PayPal. Donc, en quoi ça serait une contrainte pour certains? Ça serait que PayPal est quand même réputé pour bloquer les paiements de manière soudaine. Mais c'est assez facile d'onboarder PayPal et c'est directement intégrable sur DoctorTech. Vous n'auriez pas n'importe quoi aussi, vous n'auriez pas de problème avec PayPal. Non, c'est clair, mais je pense que l'Allemagne, quand même, moi j'ai vu d'autres data qui quand même donnaient des chiffres que l'utilisation des méthodes de paiement locales est beaucoup plus élevée comparé à la France qui, je répète, est quand même assez axée sur Visa, Mastercard et PayPal. Donc c'est important parce que souvent on oublie à ça quand on veut lancer à l'étranger et quand même le facteur numéro 1 de conversion c'est la méthode de paiement. Effectivement. Et après aussi, je dirais aussi, tiens, pour terminer par rapport à la partie internationale, quand on vend dans un autre pays, il y a toute une culture qui est complètement différente. Hein. Donc nous, on est européens, on peut peut-être comprendre les Hollandais, les Allemands, etc. Mais encore, il y a forcément des différences. Ils voient les choses différemment, ils sont habitués à un autre type de marketing, ils sont habitués il faut s'adapter à cette mentalité-là. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même dur à comprendre et à se mettre dedans et à avoir cette sensibilité du peuple, entre guillemets, pour comprendre ce que les gens aiment, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, comment tourner les messages. Comme on est français, c'est facile de le faire en France. Ça fait 20 ans qu'on est en France, on sait à peu près, tu vois, comment les gens sont. Quand on est dans un autre pays, c'est vraiment compliqué et c'est quand même une autre paire de manches, quoi. Toi, tu as dû le voir dans tous les pays où tu as bossé. Quand on fait du marketing en Inde, à Hong Kong ou en France, c'est vraiment pas pareil. Ah, c'est clair. C'est totalement différent et il faut s'adapter. Et ce temps d'adaptation, c'est encore du temps à apprendre, à se développer, etc. Et c'est du temps qu'on ne passe pas à développer en France, quoi. Donc, alors, pour rebondir là-dessus, il y a effectivement l'Union européenne, mais il y a... c'est un terme que j'entends de plus en plus, c'est l'anglophonie. Je ne sais pas si donc Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, où quand même il y a accès à un marché qui fait pratiquement 600 millions de personnes, où c'est une seule langue, je pense
bon, après ça, différents niveaux, c'est plus facile, je pense, que de faire du service après-vente en anglais qu'en allemand ou en polonais ou en néerlandais. Après, il y a aussi la partie délégation. Trouver des gens qui pourraient parler anglais pour s'occuper de notre support, c'est beaucoup plus facile. Ouais, exactement. Trouver des gens qui parleraient allemand, des gens qui parleraient hollandais. Alors, du coup, c'est vachement plus petit, donc c'est plus spécialisé, donc les gens coûteraient plus cher. Ouais. Donc, du coup, on peut déléguer beaucoup moins tôt, beaucoup plus tard, sinon. Alors qu'en anglais, on a quand même un réseau de freelance mondial qui peut nous aider et pour vraiment pas cher et qui du coup permet quand même d'assurer plein de choses beaucoup plus rapidement. Ouais, tout à fait. Par rapport à l'anglais. Ok, cool. Bon, du coup, on a vu plein de trucs différents. Je pense que c'était super intéressant, c'est cool. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir, évidemment. On passe sur Mondo. Tu nous montres un petit peu tout ça? Ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, alors on va ouvrir le site. Tac. On va garder ça comme ça pour avoir le live Facebook ici. Tac, on va le mettre comme ça. Comme ça, on voit les commentaires en parallèle. Et du coup, on met le partage. Voilà, tiens, je te laisse la souris. Cool. Merci. Et let's go. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Mondo? Pourquoi ça va changer le monde? Et pourquoi est-ce que c'est trop génial? Ok, donc Mondo, j'expliquais un petit peu en introduction. Donc moi, je suis né de père italien et de mère canadienne. J'ai grandi en Belgique dans les années 90. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un accès aux langues qui était assez notable. Je pense qu'en Belgique, à l'époque, sur le câble, il y avait directement la télé allemande, néerlandaise, portugaise, espagnole, italienne, etc. Donc, il y avait toujours cette oreille qui se développait d'un point de vue des langues. Il y a aussi le fait d'avoir pu beaucoup voyager, et aussi qu'en Belgique, en secondaire, on apprend 4 langues, donc le français, le néerlandais, l'anglais et l'espagnol ou l'allemand. Pour tous les enfants? Donc néerlandais, anglais, français obligatoire. En tout cas à Bruxelles. En Wallonie, le néerlandais n'est pas obligatoire, c'est dommage. Mais, et ensuite, l'espagnol et l'allemand, ça c'est optionnel. D'accord. Mais donc, ce qui fait que moi, ça m'a toujours passionné. Et donc, le fait qu'il y ait différentes cultures. Et ensuite, comme je disais, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, que ce soit dans ma carrière professionnelle ou en tant que voyageur, par passion. Et donc, souvent, quand j'allais dans des pays, j'essayais à chaque fois de chercher quelles sont les personnes célèbres, qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce que les gens parlent, etc. Et donc ça, je parle d'il y a pratiquement 15-20 ans, et c'est vrai que maintenant, il y a énormément de plateformes qui font ça. Mais si maintenant, on essaie on part du principe que maintenant, la plupart des gens regardent moins la télévision, lisent moins, regardent leur écran, leur ordinateur le soir, ils vont sur Netflix, ils vont sur YouTube, ils vont sur Dailymotion, etc. Ils vont regarder des vidéos sur Facebook. Moi, je trouvais qu'il y avait un gap dans l'offre qui était là pour des personnes qui ne veulent pas nécessairement regarder un film, mais qui veulent regarder plus des documentaires, plus des contenus qui nous permettent de comprendre, d'apprendre quelque chose. Donc, pas nécessairement d'un point de vue de self-fulfillment, donc d'amélioration de soi-même, mais plus, on va dire, du divertissement culturel. Et donc, quand je parle de divertissement culturel, c'est plus par rapport à des pays. Et donc, ça fait pas mal de temps que j'ai cette idée de développer Mondo. Est-ce que je passe en plein écran ou Non, laisse comme ça. Je laisse comme ça, ok. Ouais, laisse comme ça. Et donc, j'ai développé le prototype de Mondo, qui est donc j'ai fait un prototype que j'ai sorti en octobre de l'année passée, qui était plus axé sur du YouTube, et j'ai fait en mode Lean Startup, on va dire. J'ai ensuite envoyé des questionnaires, j'ai envoyé des questions par rapport à quel est le problème que les gens essaient de... Est-ce que les gens sont satisfaits du contenu qu'ils voient? Est-ce qu'ils aimeraient avoir accès à un contenu qui soit plus axé sur la culture, plus axé sur les langues? Est-ce qu'ils cherchent une alternative finalement au temps qu'ils passent sur Netflix et YouTube, mais plus avoir une plateforme qui, on va dire, agrège et filtre, curate. Je pense pas qu'il y ait en français un nom qui fait de la curation de contenu et qui fait, on va dire, du packaging de contenu. Et donc, c'est un peu cette idée que je lance avec Mondo. Et donc, je vais vous montrer. Donc, Mondo... Attends, juste avant que tu montes, j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu dis les gens, il n'y a pas forcément, entre guillemets, d'entre-deux, entre le film à la télé ou les vidéos YouTube, TikTok, etc. Je vais regarder un documentaire, un truc culturel. Je fais quoi, right? Netflix, il y a ça. Bien sûr. Donc, pourquoi pas Netflix? Ouais. Non, c'est clair, Netflix, il y a ça tout à fait. Je pense que Netflix, c'est du contenu de haute qualité sur certaines topics. Je pense qu'ils ont un service de documentaire qui est excellent.
L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui est plus sur la curation, qui donne du contenu dans différentes langues et qui permet, on va dire, d'identifier les meilleurs contenus vidéo qu'il peut y avoir sur différentes plateformes. Donc ça veut dire que Netflix est extrêmement premium. L'idée de Mundo, c'est d'aller sur YouTube, d'aller sur Vimeo, d'aller sur Dailymotion, d'avoir directement accès à des influenceurs, des vidéographes, d'aller également voir du contenu qui est fait par des écoles de langue, par des écoles de cuisine, etc. Et de faire en sorte que tout ce contenu on donne vraiment le meilleur contenu qui est d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue de la relevance par rapport à la topic. Et ensuite, c'est avoir une expérience qui est faite directement par rapport au pays et par rapport à des catégories, ce qui est quelque chose que Netflix n'offre pas. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Si maintenant, donc ça c'est la... Ok, donc l'idée Mundo, donc c'est d'aller sur maintenant... choisir directement un pays. Donc, vous êtes le soir chez vous, vous voulez vous intéresser par exemple sur l'Argentine. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est en Argentine ou parce que c'est un pays que vous avez toujours aimé, vous voulez apprendre la langue, vous savez que Maradona est décédé, etc. Donc là, l'idée, et de nouveau, c'est une plateforme qui est encore en construction, donc il n'y a pas encore toutes les vidéos qui sont disponibles. Mais l'idée, c'est de vous donner accès à toutes les vidéos qui viennent de toutes les plateformes et qui vous permettent ensuite de les filtrer par rapport à différents topics qui sont biographie, cinéma, sport, la langue, etc. Et donc également la durée de la vidéo, et donc qui vous permet d'avoir accès au contenu qui soit spécifique à ce pays. Ensuite, une autre question que souvent on avait, un autre feedback que souvent on m'a donné, et c'est pas un site Dr Tech pour répondre à Dimitri, c'est un site qui a été fait avant que j'ai le plaisir de rencontrer Dr Tech et Dr Martin. Donc c'est un site qui a été fait en WordPress et qui a été customisé ensuite toujours sur WordPress avec une intégration Elementor qui me permet d'éditer le contenu. Cela dit, j'ai utilisé Dr Tech pour faire des pages spécifiques à un contenu en particulier, et ça je vais en venir. Et s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires. Mais donc on va dire qu'il y a en plus le fait de faire de la curation de contenu par rapport à des topics, je répète, qui sont par rapport à des pays spécifiques. Il y a aussi le fait souvent, un problème que les gens me décrivaient quand ils essayaient de trouver du contenu, c'est que, en fin de compte, ils allaient souvent dans ce qu'on appelle un tube hole. C'est le fait qu'ils se branchent par exemple sur YouTube et 2 heures sont passées. Souvent, ils savent pas très bien qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures-là. Ils ont revu des vidéos qu'ils voyaient avant. Moi, franchement, je vais te dire, YouTube, aujourd'hui, je trouve que l'expérience utilisateur, elle est vraiment nulle. Hein. Ou alors, c'est moi qui comprends pas comment ça marche, je sais pas, mais honnêtement, j'ai pas de plaisir à aller sur YouTube. Déjà, c'est bourré de pubs et beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et du coup, on passe vraiment beaucoup de temps sur des pubs. De deux, tiens, il y a un truc sur YouTube qui m'énerve tout le temps. C'est, imagine, tu regardes une vidéo. Tu fais un truc sur ton écran, je sais pas, genre tu le remets comme ça, tu regardes un message, tu reviens et sans faire exprès, tu as quitté la vidéo. Pour revenir, c'est impossible. Genre, YouTube, il veut toujours aller voir une d'après, aller plus loin, tu vois. Si par malheur, tu quittes ta vidéo sans faire exprès, bah, t'es passé à la suivante pour YouTube et du coup, c'est terminé, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'énerve parce que l'expérience utilisateur, elle est vraiment poussée à la consommation juste pour avoir une tonne de vues en dessous et derrière pouvoir revendre leur contrat publicitaire, tu vois. Mais l'expérience client, je trouve, elle est vraiment pas bien du tout, tu vois. Et là, on est arrivé, je trouve, à un moment où c'est vraiment pas agréable du tout d'être sur YouTube. Ça, après, c'est mon point de vue. Ouais, non, mais enfin, YouTube, quand même, respect exceptionnel. C'est une plateforme qui, c'est quand même fou quand on y pense. Mais juste pour ce que tu décris, ce que tu décris, c'est tu peux quand même aller sur History sur YouTube et tu peux retrouver ta vidéo. Mais c'est vrai que moi, je pense que YouTube, souvent les gens disaient. On me repropose soit des émissions quotidiennes, donc ça va être les émissions ou les influenceurs que vous suivez, mais enfin, ou alors ils vont te reproposer des vidéos que tu as revues par après. Et surtout pour que tu restes des heures. Donc je pense que sans se rendre compte, on passe tous 3-4 heures par jour sur YouTube. Enfin, c'est juste exagère, quoi. Pas moi, mais peut-être toi tu le fais. Ouais. mais je pense que non, mais sans se rendre compte, je pense que ce serait intéressant de savoir. De savoir ce que vous en pensez. Mais donc l'idée, c'était de donner une expérience utilisateur qui soit un peu différente. Et donc de commencer à poser des questions et d'avoir 3 questions qui sont maintenant, vous voulez regarder une vidéo, est-ce qu'il y a une catégorie en particulier dont vous voulez avoir accès? Si maintenant, par exemple, vous voulez regarder une vidéo qui, d'une manière ou d'une autre, a trait au sport. Vous voulez regarder ensuite une vidéo qui a trait, par exemple,
à l'Argentine, pour reprendre l'exemple. Et ensuite, vous voulez passer vous êtes prêt à passer plus de 15 minutes ou alors moins de 5 minutes, on va dire plus de 15 minutes. Et de là, à partir de là, commencer à avoir accès aux vidéos qui ont trait par rapport à ça. Et donc, directement ensuite de passer peut-être 1 heure sur une topic en particulier. Et donc, c'est ça l'idée derrière Mundo, c'est on va dire une expérience client utilisateur qui serait différente. Ensuite, je pense qu'il y a la plateforme, je répète, est encore en construction. Vous pouvez choisir ensuite un certain pays en particulier et ensuite vous pouvez avoir accès à des content packages. Donc l'idée derrière les content packages, c'est d'avoir des topics de vidéos. Donc c'est une playlist de vidéos. À partir du moment où il y a une topic qui vous intéresse en particulier, c'est d'avoir accès à comme il y a sur SoundCloud ou sur Spotify, par rapport à un artiste, quel est votre mood, etc. C'est d'avoir aussi une plateforme qui vous propose d'avoir les meilleures vidéos par rapport à une topic en particulier, mais qui vous donne également la possibilité de définir vous-même un package et de le partager à votre communauté. Et donc, c'est la même chose, si maintenant, par exemple, on va dire le contenu sur la cuisine française, si maintenant on voit une sélection des vidéos qui sont faites, ici c'est des vidéos sur quels sont les secrets de la cuisine française, si maintenant ici on a donc c'est toujours des vidéos par exemple, qui vont être faites par rapport à des chefs Michelin qui vont décrire leur passion par rapport à la cuisine française. Et donc c'est toujours des packages qui sont faits. Donc là les packages vous permettent également de sélectionner le contenu. Donc si maintenant vous voulez juste on va dire 5 à 15 minutes, ici c'est les vidéos. Si maintenant vous voulez plus de 15 minutes, ici c'est également les vidéos qui sont là, etc. Donc c'est un projet qui est assez ambitieux et qui est assez on va dire qu'il va prendre beaucoup de temps, mais c'est toujours le fait de donner une alternative à Netflix et à YouTube et qui permettent d'avoir un contenu qui soit plus à base culturelle et dans certaines topics. Et donc ensuite on repasse par exemple maintenant sur certaines vidéos sur la langue française, etc. Et donc c'est toujours du contenu qui sera fait, qui viendra de YouTube, de Vimeo, d'influenceurs, et même si vous avez du contenu, c'est de le mettre sur une plateforme. Et donc l'idée de la différencification, on va dire, c'est toujours le fait d'avoir un contenu qui soit de qualité, non seulement d'un point de vue visuel, mais également d'un point de vue de l'apprentissage éventuellement que vous pourrez avoir, et qui vous permettent non pas de passer 5 heures d'une manière passive, mais plus d'une manière active et de découvrir des nouvelles passions. Si maintenant vous allez travailler dans un pays, si vous allez étudier dans un pays, si vous rencontrez quelqu'un qui vient d'un pays, si vous vous intéressez tout à coup à une langue, si vous vous intéressez à un sport, etc., c'est le fait d'avoir directement accès à des listes de contenus qui sont déjà définis et dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Et donc c'est ça l'idée derrière Mundo. Et donc c'est une idée, je répète, qu'on lance ce mois-ci. Vous voyez qu'il y a encore énormément de travail à faire au niveau du produit. Mais en tout cas, la vision derrière est très claire, c'est d'ouvrir le monde des cultures de manière beaucoup plus simple à plus de personnes dans une plateforme unique et qui vous permet de partager le contenu et d'y avoir accès de manière plus rapide. Super, au top, merci pour l'intro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une tonne de questions, donc je vais te les poser, je vais commencer tout de suite. Je vois qu'il y a le Muay Thai là, en haut à droite. Ça m'intéresse. Ouais. J'ai envie d'apprendre. Ouais. Du coup, ok, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de consommer, disons, du contenu par rapport au Muay Thai, right? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur Netflix, je peux regarder s'ils ont un documentaire. Netflix, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Donc, soit une série avec plusieurs épisodes, soit un documentaire d'1 heure, 1 heure et demie, quoi. Ça va être Netflix. Et donc, ce sera, disons, made by Netflix par leurs équipes de prod, ou ils l'ont acheté quelque part, je ne sais pas comment ça marche. Mais ce sera du Netflix. Ou alors, je vais sur YouTube et ça va m'énerver au bout de 5 minutes, parce qu'ils vont mettre des pubs, parce qu'ils vont m'envoyer sur la vidéo de chat, ou ils vont monter des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Right? Ou alors, je peux aller sur Mundo. Et c'est là l'idée, justement, c'est d'aller sur Mundo et de me dire, ok, je veux voir un truc culturel. Mundo a déjà fait le filtre pour moi. Ouais. Et donc, du coup, si je clique sur Muay Thai, ce sera que des trucs bien. Ouais. Right? Alors, peut-être pas forcément qu'ils vont me plaire, car les goûts et couleurs, c'est différent. Mais au moins, tu vas pas me montrer des vidéos de chat, tu vas pas m'envoyer vers un autre truc qui va m'énerver comme sur YouTube. Et contrairement à Netflix, ce sera des trucs prodés par des pros
qui ont donc un message entre guillemets défini à l'avance. Là, c'est fait par les gens directement, car ça vient de YouTube, car ça vient de Vimeo, de Dailymotion, etc. Donc c'est les locaux qui auraient fait ces vidéos-là. Right? C'est l'idée. Exactement. Ok, tu me montres? Okay. T'as Muay Thai? Muay Thai, oui. Alors Muay Thai, c'est dommage parce que on l'a pas encore. J'ai eu un petit problème technique avec mes vidéos Vimeo hier et au fait, un exemple, j'avais trouvé un vidéographe qui a été dans le nord de la Thaïlande et qui a fait des super vidéos sur le Muay Thai. Cette version-là ne me permet pas encore de les uploader malheureusement, mais effectivement, alors sur des topics assez larges, c'est possible que Netflix traite ces sujets-là, mais c'est assez rare. Par exemple, si c'est le Muay Thai, le Taekwondo, le karaté, le Mixed Martial Arts, le Jiu-Jitsu brésilien, etc. Je dis, si on parle vraiment d'arts martiaux, je pense qu'il n'y a pas énormément de contenu là-dessus. Il y en aura beaucoup sur YouTube. Et donc, il y en aura peut-être trop. Et donc, l'idée de nouveau de Mundo, c'est de nous faire confiance ou de faire confiance à notre communauté afin qu'eux agrègent des contenus qui viennent de différentes sources et qui limitent le volume de contenu à 9 vidéos par playlist. Afin que ça donne directement une idée. Et si maintenant on prend l'idée que le soir, vous ne regardez pas spécialement la télévision, vous ne lisez pas spécialement, mais souvent vous vous posez devant votre ordi et que vous mettez Netflix ou YouTube, l'idée c'est peut-être de dire que l'expérience va être différente et je vais voir si je peux trouver... Un soir, je vais regarder des vidéos sur Diego Maradona, de voir ce qu'il lui représentait pour l'Argentine. Je vais regarder une vidéo sur les aborigènes en Australie et je vais regarder des vidéos sur le Muay Thai en Thaïlande. Et donc, d'une certaine manière, faire le tour du monde avec des vidéos en apprenant des choses. Et une fois qu'on apprend éventuellement le Muay Thai en Thaïlande, peut-être qu'en restant sur la Thaïlande, on va vouloir apprendre des contenus sur la langue thaï. Ensuite, une fois qu'on est sur la Thaïlande, des vidéos sur Bangkok. Et vraiment, c'est le fait de connecter les dots et de passer à des recommandations différentes. Et donc, c'est ça l'idée derrière. Donc, une petite... plus d'informations, on va dire, dans l'envers du décor et dans les coulisses, on va dire. C'est un projet dont j'avais l'idée il y a 2-3 ans. J'avais lancé un MVP, un prototype, donc il y a 3 ans, donc plus ou moins à la même époque, juste avant l'épisode de Crypto. Et c'est vrai que le contenu était tout à fait différent, c'était trop semblable à YouTube et j'avais pas réussi à générer assez de trafic. Maintenant, en étant dans ce programme ici, déjà, je pense que la plateforme, j'espère et j'aimerais savoir votre feedback sur ne serait-ce que l'identité visuelle et même si vous voyez que c'est encore un site en construction, est-ce que vous trouvez que c'est une idée qui pourrait éventuellement vous plaire? Est-ce que vous trouvez qu'il y a... est-ce que l'identité visuelle vous plaît? C'est quelque chose vraiment qui m'intéresserait de savoir. Et on va dire que maintenant, à partir de la semaine prochaine, j'ai un cofondateur qui va me rejoindre et on va se concentrer sur la génération de trafic et de faire en sorte que on réussit à générer beaucoup de trafic vers la plateforme et également sur l'agrégation de contenu. Et donc, on prévoit que d'ici mars, avril, mai, on puisse vraiment, vraiment grandir. Et grandir en termes de combien d'heures de contenu sont disponibles, combien de visiteurs reviennent. Et donc voilà, c'est un projet où Martin est un de mes mentors, donc il m'aide beaucoup. C'est sûr que ça va marcher du coup. Et donc voilà, donc ça m'intéresserait de voir ce que vous en pensez. Merci Dimitri, de voir ce que vous... Ok, donc je vais voir votre... Yes, dites dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que l'idée vous plaît, est-ce que vous passeriez du temps sur Mundo, est-ce que pour vous ça règle un problème ou pas, est-ce que vous avez des idées comme ça qui viennent directement dans votre esprit pour Mundo, pour Patrick, est-ce que vous trouvez que c'est bien, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faudrait améliorer, des trucs pour vous trouver que c'est nul? Alors voilà, n'hésitez pas, vous inquiétez pas, Patrick, il n'est pas en sucre. Je me rappelle le premier jour qu'on s'est rencontrés, tu te rappelles, tu avais pris un guru guide avec moi et on s'était fait un rendez-vous mentor direct. Ouais. Et je me rappelle, j'ai tout refait au niveau de ce que tu m'avais dit. Ouais, c'était top. Je t'avais dit, c'est vrai, c'est cool ce que tu fais, mais laisse-moi te partager mon point de vue. Ouais. Et tu avais été ultra à l'écoute et je me rappelle, on avait tout fait dans la salle là, tout à fait. avec le tableau. Et donc c'est pour ça, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à nous dire ce que vous
vous en pensez vraiment. C'est que comme ça qu'on grandit. On a besoin de ces feedbacks quand on lance des startups, des feedbacks honnêtes par des amis, par la famille. Et là, c'est la famille, c'est des amis. Donc, n'hésitez absolument pas. C'est comme ça qu'on grandit. Moi, après, c'est vrai qu'effectivement, je vois que c'est cool. Il y a un entre-deux à trouver en fait. Entre Netflix, tu dois juste. Est-ce que tu as une idée du nombre de contenus que met Netflix sur sa plateforme par mois, par exemple? Est-ce que tu as une idée? Non, mais j'ai une idée du budget qu'ils ont afin de construire leur propre contenu, et c'est dans les milliards de dollars. Ils ont des milliards de dollars de budget, ok. Donc, mais je pense que oui, c'est vrai que Netflix, qui est plus dans le mode cinéma, je pense de nouveau qu'il y a moyen de trouver. Là, on est plus dans du domaine de Arte, pour ceux qui se rappellent, qui est quand même c'est un petit peu un contenu un peu vieux, mais Arte, National Geographic, vraiment des plateformes qui ont vocation plus à apprendre qu'à divertir. Et ici, l'idée, c'est de trouver la voie entre les deux. Et donc, de nouveau, c'est clair qu'il y a énormément de travail à faire. Je pense que un des feedbacks qu'on a eu initialement, l'idée, c'était d'avoir dans le prototype, avant, c'était que des vidéos. Et maintenant, on a décidé d'un peu changer l'expérience utilisateur et plus poser des questions et de diriger l'utilisateur vers des contenus qu'ils veulent. Mais je pense que ce qui peut vraiment marcher, c'est de nouveau content packages, c'est les vidéos playlists, on va changer le nom, mais c'est d'avoir accès à une présélection de vidéos sur un sujet en particulier qui vous permet d'avoir une connaissance sur un sujet en particulier, mais qui permet également de créer vos propres listes et de les partager. Et donc ça, je pense que c'est une idée vraiment sur laquelle on va se concentrer. En ce qui concerne vos commentaires, parce que j'aimerais vous... donc Charline, un grand merci, c'est super gentil de votre part. Dimitri, merci pour le système des drapeaux. Effectivement, initialement l'idée c'était d'avoir beaucoup plus de drapeaux. Maintenant, pour cette partie codée, on peut avoir que 16 drapeaux. Et on s'est concentré sur 16 drapeaux où on pense qu'il y a beaucoup de contenu en étant sur pas mal de pays différents, où il y a pas mal de traction. Tu l'as pas fait sur Dr. Tell, ça, c'est pour ça. Et ouais, pourquoi pas éventuellement. Mais c'est vrai qu'il y a les 5 continents qui sont présentés. Ouais. On va dire quand même il y a une priorité qui est faite au contenu en anglais. Initialement, c'est en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès au Japon, à la Chine, à la Corée, en Thaïlande. Et à l'Inde, on va dire pour un contenu qui est plus à base asiatique. Vous voyez qu'en termes d'Amérique du Sud, il y a juste le Brésil et l'Argentine. En Amérique du Nord, il y a juste le Canada. En Europe, c'est l'Italie, le drapeau est à l'envers. Bon, la France, les Royaumes-Unis et l'Espagne. Et on va dire qu'après, il y a plus un contenu qui a trait plus à l'Asie. Donc merci, on va continuer à travailler sur ce système de drapeau et on va essayer d'en rajouter le plus possible. Merci Valérie pour regarder ça de près. Cédric, après, merci et tout à fait pour en ce qui concerne répondre à une lacune de YouTube. C'est le manque de filtres. Je pense que le but ici, c'est que YouTube a un système où il pousse les utilisateurs à passer du temps sur la plateforme et propose des nouvelles vidéos. Et je répète, c'est hallucinant quand vous prenez un peu de recul de voir comment YouTube parviennent à vous faire passer du temps sur leur plateforme. Et encore une dernière. Allez, encore une vidéo et en fin de compte, il y a 2-3 heures qui sont passées. C'est vraiment hallucinant. Ici, le but, c'est pas tellement ça, c'est plus d'avoir une compréhension très claire sur ce que vous recherchez. Et donc, un problème qui avait été décrit, c'est le fait que les gens perdent du temps à aller sur des plateformes et en fin de compte se font prendre dans un trou finalement sans vraiment savoir, sans avoir de pouvoir de contrôle. Et on va dire que l'idée d'avoir des question box qui vous permettent de directement choisir une catégorie. Donc ça sera cinéma, ensuite on va se dire cinéma italien, et ensuite on va dire la question de la durée, juste moins de 5 minutes, et ensuite à partir de là avoir directement accès aux vidéos. Alors de nouveau, c'est pas encore complété, mais c'est quelque chose qui je pense est important et répond à un problème qui a été décrit par les utilisateurs, par les personnes qu'on a testées. Donc merci beaucoup. Du coup, si les personnes de ma communauté veulent aller plus loin sur Mundo, s'ils veulent te partager des idées, etc., comment ils font? Quel est le process pour eux pour profiter de tout ça actuellement là? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent déjà? Oui. Donc, alors, je vais. Donc, pour le moment, donc c'est une plateforme qui a été. Donc, c'est encore une version bêta, donc qui a été terminée la semaine passée. Il y a encore un petit bug qui a été identifié récemment. Donc, c'est pas encore en mode full lancement.
mais on y est vraiment presque. Voilà, c'est assez complexe, on va dire, dans le back-end aussi, de uploader toutes les vidéos et également de faire en sorte que chaque vidéo est taguée. Donc ça veut dire qu'elle est catégorisée par pays, par langue, par topic, par sous-topic, etc. Afin que quand vous regardez, on puisse vous proposer du contenu qui est affaire à ça. Donc ça prend quand même encore pas mal de temps. Mais d'office, d'ici la fin du mois, on sera tout à fait prêt à lancer. Et comme je vous rappelle, maintenant je suis seul. Mais à partir de la semaine prochaine, j'aurai mon cofondateur qui va me rejoindre. Donc ça va être top. Ensuite, On a Valérie qui demande par rapport je voulais voir à Charline est-ce que mettre Mundo dans le contenu avec une valeur à définir vous semble une bonne idée. Alors je suis pas sûr de. Vas-y, remonte un petit peu. T'as raté le début de la question. Ouais, vas-y, remonte. Ah merde, on l'a plus. Alors elle parlait en fait parce qu'elle est en train de faire un blog. Et donc du coup, c'est pour ça, elle demandait, vu qu'elle fait un blog, est-ce que mettre Mundo dans son blog, ça serait intéressant. Ah ouais, bien sûr, d'office, c'est clair, je pense qu'à fin de compte, c'est toujours l'idée de partage et c'est toujours l'idée d'avoir un contenu où on peut apprendre et on peut partager certaines contenus avec d'autres personnes. Maintenant, on peut effectivement partager énormément de vidéos, mais ici, c'est d'avoir une playlist de vidéos à partager avec des personnes et qui ont toujours trait à la culture. En fin de compte, moi, je suis un passionné de culture et c'est quelque chose qui est très important pour moi et donc je pense que la culture et la tech font pas toujours bon ménage pour le moment. Il y a plus tech et divertissement, tech vidéo, etc. Mais est-ce que on peut avoir une plateforme qui se concentre uniquement sur du contenu culturel? J'en ai pas encore vu dans toutes mes recherches et je me demande s'il y a un gap dans le marché et donc ce qui est important ici c'est développer aussi une certaine viralité, de permettre aux gens de partager ce qui est passionnant pour eux. C'est pour ça que laisser les gens créer leur propre content package, je pense que c'est un truc qui est tout cool à fait, pour la tout à V2 fait, pour plus tard. Une fois qu'on aura compris le concept, le jour où on pourra moi-même faire mon content package sur l'entrepreneuriat et rassembler des vidéos que je trouve intéressantes, que je pourrais vous partager à vous du coup grâce à Mundo. Ouais. C'est cool parce qu'il y a toujours ce problème sur YouTube où je veux regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat, par exemple, je sais pas, j'ai envie de regarder un truc. Il y a tellement de trucs nuls, vraiment nuls, tu vois. Ouais. Et si toi, tu as déjà filtré les trucs, tu as déjà ta playlist de vidéos cool, bah envoie-la moi, tu vois. C'est vrai, mais, et donc là, du coup, cela dit, l'entrepreneuriat serait alors plus du contenu à vocation business que à vocation vraiment culturelle. Donc je pense pas que Mundo alors sera la meilleure plateforme. Par exemple, j'aimerais juste répondre à Valérie Muller parce que je pense que sa question est ultra intéressante. Pour les vidéos libres de droit, y a-t-il la possibilité de les télécharger? Donc pour le moment, comment ça marche, c'est que les vidéos, c'est ce qu'on appelle un embedded URL. Donc ça veut dire que c'est un link qui est pris dans cette version-ci de YouTube, de Vimeo, ou alors c'est des vidéos qui sont directement uploadées par les vidéographes. Donc il y aurait que des vidéos qui sont libres de droit. Donc l'idée évidemment derrière Mundo, surtout à partir du moment où on parle de contenu culturel, c'est il faut pas qu'il y ait de piratage, il faut pas qu'il y ait des vidéos sur lesquelles il n'y a pas de droit. YouTube a un système qui permet de mettre ces vidéos en respectant tout à fait les droits d'auteur. Donc ça c'est important. Vimeo la même chose. Ensuite, si c'est du contenu qui est fait directement par des vidéographes, qui est fait par des influenceurs, qui est fait par des artistes, alors là, le contenu sera directement demandé à ces artistes et il y aura un accord qui est signé avec ces artistes-là. Donc il y aura toujours un contenu qui sera libre de droit. Ensuite, est-ce qu'il y aurait une possibilité de les télécharger? Pour le moment, non, pas pour le moment. Donc perso, pour moi, Netflix, c'est plus pour du cinéma, je suis tout à fait d'accord. Ok, Dimitri de ce donc, comment est-ce que l'application génère des profits via des partenariats, des publicités? Super question. Donc, l'idée principale, c'est que à partir du moment où il y a un contenu de qualité qui a été sujet à curation par une équipe, nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une souscription qui soit mensuelle, donc un paiement qui soit constant de 4 à 5 euros par mois. Sur le même modèle que Spotify par exemple, donc pas le même modèle que YouTube. YouTube, à part si vous avez YouTube Premium, vous ne payez pas.
Mais cela dit, vous avez une avalanche de publicités qui sont là pour faire en sorte qu'en fin de compte, YouTube y retrouve son compte. L'idée de Mundo, c'est quand même une idée qui reste assez premium, c'est quand même un contenu de qualité. Dès lors, il n'y aura pas énormément de publicité qui sera présente sur la plateforme. Donc pour répondre à ta question, quelles seront les manières de générer des revenus? Après, des profits, ce sera pour après. Mais en tout cas, clairement, ce sera une souscription mensuelle pour les utilisateurs, en tout cas en mode premium. Ensuite, ce serait de permettre à certaines vidéos d'avoir ce qu'on appelle du sponsored content. Donc, par exemple, d'avoir des vidéos des cours de langue, donc des vidéos sur l'apprentissage de l'espagnol qui seront sponsorisées par une certaine école de langue qui met ces vidéos plutôt que d'autres. Et donc là, ce serait du sponsored content. Donc ensuite, il y a ça. On est également en train de développer MundoCast. Donc, c'est des podcasts qui ont vocation à traire de questions culturelles. Donc, le premier MundoCast qui est pour le moment en train d'être édité a trait à un vidéographe qui a fait énormément de films en Thaïlande et en Indonésie sur des topics comme la Muay Thai, sur les réfugiés birmans, sur le tourisme excessif à Bali, etc. Et donc, on a fait tout un contenu là-dessus avec ce vidéographe qui également mettra ses vidéos sur Mundo après, et qui touchera également des revenus là-dessus. Et donc, éventuellement, sur les MundoCast, ils peuvent être sponsorisés également. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Mais il n'y aura pas en tout cas de vidéos comme sur YouTube. Ensuite, je pense que accent sur le contenu éducatif et de manière structurée et évolutive. Tout à fait. Donc je pense que effectivement, après, il faudra définir la notion du contenu éducatif. Mais je pense qu'en tout cas, un contenu où on puisse apprendre quelque chose, que ce soit sur une culture, sur un pays, peut être considéré éducatif au sens large, au sens peut-être strict. L'éducatif sera plus un contenu comme on pourrait l'apprendre dans les écoles, etc. Et là, le contenu qui est sur Mundo serait plus alors un contenu qui a trait à l'apprentissage d'une langue. Vas-y, je te laisse gérer. Oui, alors Charline, super. Non, c'est parce que je crois que je suis en train de développer une myopie, je vois plus les commentaires. Donc, Charline, mon point de vue, ce ne serait pas mieux de faire par thème et non par pays. Super question. Donc, sur la première version, effectivement, la première version, je ne sais pas si tu te rappelles, Martin, il y avait initialement que des drapeaux. Je l'ai viré. Tu l'as viré. Je l'ai viré. Moi, je me rappelle, c'était blanc. C'était YouTube. Et donc, il y avait effectivement, il y avait que le système des drapeaux. Et là, maintenant, ce qui a changé, c'était moins joli. C'est qu'on peut choisir le système des drapeaux. Et je pense que c'est important parce que ça positionne quand même Mundo avec la map du monde. Et ça, en termes d'identité et du contenu, est importante. Mais il y a aussi toute une sélection de catégories qui va passer par la question box. Et donc ici, il y a les catégories histoire, musique, cinéma, etc. Et ensuite, ce que vous pouvez faire par rapport à un certain pays, à la durée de temps, et donc là, on va arriver sur une plage où il n'y a pas encore de contenu, c'est tout ici le fait d'avoir accès à toutes des catégories qui ne sont pas nécessairement des pays. Et donc, c'est toutes des sous-catégories qui peuvent être des langues, qui peuvent être un facteur temps, qui peuvent être des biographies, cinéma, sport. Donc, il y a toute une liste de catégories qui est possible également. Donc ça, c'est possible. Une discussion qu'on avait avec mon développeur, moi, ce que je voulais qu'il fasse, c'est d'avoir une carte du monde avec ensuite les maps, les drapeaux. Et ensuite, je voulais qu'il y ait une sous-partie où il y avait des icônes de catégories. Alors, je lui ai donné gain de cause. Il me disait que de toute façon, avec le système de filtrage et les question box, qui sont donc la partie où on peut ici commencer à mettre les catégories, c'était suffisant. Peut-être que dans la partie, la version suivante, éventuellement, il y aurait des catégories qui seraient beaucoup plus... des icônes de catégories, donc vous ne devriez pas nécessairement passer par la case pays, mais plus food, ou alors histoire, géographie, sport, musique, etc. Il n'avait pas envie de le faire, hein, c'est pour ça. Je vois plus... Ah merde. Oups, on a un problème avec Facebook, on voit plus les commentaires. Bah, tu sais quoi, on va continuer sur le téléphone, hein, c'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on est encore dessus? Ouais, bien sûr, on est encore live. C'est juste qu'il faut qu'on... Ok, donc là, il y a juste alors attendez, Facebook a enlevé vos commentaires. Petite seconde. Hein. Donc, mais effectivement, merci Charline pour toutes ces belles questions. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter directement sur Messenger, sur Pat Monaco. Donc, je pense que je suis dans le link du descriptif de l'event.
Tu pourras mettre un petit message d'ailleurs après sur le Bah, groupe pour dire merci tout le avec, monde et puis avec pour, grand plaisir. pour mettre le lien de Mondo directement. Mais oui, tu d'office. peux faire ça. À 100%. Tu peux faire ça, ça peut être cool. Juste dites-nous si vous nous entendez toujours bien et si c'est ok. Car du coup, ça a coupé le live sur l'ordinateur. Mais j'ai l'impression que c'est bon encore. On a encore vu. Ok, parfait. On nous voit encore, il n'y a plus d'autres questions. Ok, cool. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. Dites-nous si vous nous voyez toujours, si c'est toujours ok, mais ça devrait être good. Non, mais c'est cool. Du coup, dis-moi tout. C'est prêt donc. Donc oui, parce que c'est vrai mois-ci. qu'on a encore, on a plus que 5 minutes. Donc, Ouais, on a plus que 5 donc minutes. c'est prêt ce mois-ci. Ce que je vais faire, c'est que une fois que tout le contenu sera uploadé, qu'il y aura, on va dire, moyen d'avoir une expérience convenable sur la plateforme, ça veut dire quand même un suivi de vidéos assez clair, pas mal de playlists qui sont définies. Je vais l'envoyer directement sur Dr Tech. Et ensuite, si ça ne vous dérange pas, je vais aussi mettre un questionnaire. Donc, afin d'avoir un petit sondage pour vous poser des questions sur qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle fonctionnalité. Et on va dire la difficulté de ce genre de business, et là je fais un petit parallèle avec le fait de faire du dropshipping parce que j'en fais également, c'est que le dropshipping c'est assez straightforward, donc c'est assez... j'ai l'impression de parler comme Jean-Claude Van Damme où je mets plein de termes en anglais. ça fait beaucoup trop longtemps que je suis en Asie. Tu te prends un Mais petit peu c'est pour. c'est assez direct, on va dire. Donc on définit un produit, ensuite on crée son store sur Dr Tech, on génère sa campagne marketing avec les clients existants, des nouveaux clients sur des réseaux sociaux. Mais pour une plateforme comme ça, je sais que ça va prendre du temps de trouver vraiment la formule parfaite, la formule gagnante. D'un point de vue de l'expérience utilisateur, d'un point de vue de l'attraction, d'un point de vue des revenus. Et donc Mundo, on va dire, c'est la première remarque que pas mal de mentors dont Martin m'ont fait. C'est une idée qui est très ambitieuse et c'est une idée qui va prendre beaucoup de temps avant de se matérialiser. Et donc je suis tout à fait prêt à ça. Et donc c'est important on va dire d'émettre des versions et ensuite de récolter du feedback de manière assez catégorique et assez systématique. Et donc, je mettrai ça sur la plateforme Dr Tech. Et je vous remercie en tout cas énormément pour votre temps et pour vos questions. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vos business de dropshipping et d'e-commerce. Et voilà. Au top. Il fallait que tu partes à 18h pile. C'est dans 4 minutes. Ouais. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on a vu plein de trucs. On a pu parler de plein de choses. On a pu présenter Mundo et ça, c'était vraiment important. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, pour ton temps, pour cet échange. C'était Merci super à vous. Intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, si c'était cool. Mais bon, je pense que ça a plu à tout le monde car c'était quand même génial de découvrir Mundo et que tu nous le présentes directement. Merci à toi. Et Merci. tu nous partages un petit peu ta vision des startups, de l'entrepreneuriat et aussi par rapport à toute ton expérience, c'est vraiment cool. Donc ouais, un grand merci à toi. Merci à vous. Hâte de voir tout ça fonctionnel. Dès que c'est prêt, mets-nous un petit post sur le groupe Facebook. Et puis, Avec grand plaisir. puis voilà, quoi, hâte de suivre tout ça. Là, on a vraiment l'avantage et la chance de voir Mundo au niveau 0, on va dire, un peu à l'embryon d'idée, la V1 elle est en train de se mettre en place, C'est etc. c'est clair. Et du coup, on va pouvoir voir dans 3 mois comment ça va évoluer, dans 6 Ouais. mois comment ça va évoluer. Et ça, du coup, c'est cool parce que encore une fois, faisons un parallèle avec le dropshipping, avec le e-commerce. Quand on fait du dropshipping, du e-commerce, on monte sa boîte, même si c'est assez straightforward, on sait assez facilement ce qu'on veut faire. Nous, là, avec nos startups, on n'a aucune directrice, il faut trouver ce que les gens vont acheter, en gros. C'est clair. Et donc, du coup, les deux peuvent être vraiment intéressants d'apprendre l'un de l'autre et de voir comment tu vas développer Mundo, comment tu vas fixer ton prix, comment tu vas mettre en place ton business model, trouver tes premiers utilisateurs, comment tu vas scaler derrière, etc. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu le cheminement de tout ça. Mais je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi, donc. Complètement. Complètement. Et ouais, du coup, hâte de voir l'évolution et ça va être super intéressant. Et je vous tiens au courant. Voilà. Encore un grand merci pour votre temps. Et on fera sûrement un deuxième épisode d'ici quelques semaines. Il faut peut-être quelques semaines, quelques mois. On a un setup qui est fait. Donc un grand merci à tous. Un très très bon dimanche à vous et à très bientôt. Merci. Yes. À très bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye. Je vous dis à bientôt. Ciao.